Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilimbe du www.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Worksheets TV. Et aujourd'hui, comme tous les lundis, il nous faut énormément d'énergie car aujourd'hui on recommence une nouvelle semaine et dans les cryptos et dans tout ce qui est bourse. Donc j'espère que vous êtes à bloc parce que moi je le suis. Et donc là, voilà, on va s'intéresser aujourd'hui à la journée des plateformes. Donc on va regarder tout ce qui concerne l'Ethereum, l'EOS, le Cardano, le Zilliqa et le Neo. Donc bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif, et donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, à rente variable, et donc votre capital est en risque. Et donc d'un autre côté aussi, méfiez-vous de toutes ces promesses de stratégie avec des retours incroyables, faramineux, quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Rappelez-vous que votre patrimoine, c'est votre responsabilité, donc avant de placer un trade ou un investissement, soyez sûr d'avoir fait vos recherches, analyses et investigations très poussées. Et prenez toujours vos décisions sur base d'éducation financière. Ok? Donc cela étant dit, maintenant, on va pouvoir commencer. Et avant de commencer, un grand merci à tous ceux, premièrement, qui soutiennent le canal. Et aussi, bien évidemment, à l'équipe qui nous amène des news au quotidien. Donc Patrick, Nadi et Johan. Donc un grand merci à vous pour votre sérieux, votre consistance et votre discipline. Donc là, on va commencer. Bien évidemment, vous savez bien que toutes ces news, tout ce que nous partageons ici, donc les graphiques aussi que j'emploie, ainsi de suite, vous aurez tout en description de vidéo, comme ça vous allez pouvoir suivre. Donc ça c'est pensé pour vous, vous qui êtes novices, vous qui vous intéressez à tout ce qui est financier, crypto et ainsi de suite et tout ça, comme ça vous allez pouvoir venir être orienté, être inspiré et comprendre et vous familiariser avec les concepts et les mécanismes qui sont derrière les marchés financiers. Donc rappelez-vous, le trading ça existait avant les cryptos et les cryptos maintenant c'est qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Et donc là on y reviendra et vous allez voir que de plus en plus il y aura des exemples qui comme je vous dis toujours, c'est toujours sur base de choses qui sont factuelles, mais vous allez voir que ça c'est réellement évident. Donc là, vous devez réellement vous initier, vous éduquer. Donc ça c'est une grande recommandation. Donc bien évidemment, moi aussi vous allez pouvoir me retrouver au www.jctune.com pour tout ce qui est service de consulting et de recherche. Et bien évidemment, vous allez avoir les liens ici en description de vidéo. Donc vous avez quoi? Le message box ici. Donc vous me laissez un message et donc moi je reviendrai vers vous rapidement. Et vous avez aussi un email ici afin de pouvoir me contacter pour tout ce qui est service de consulting et solutions. Ok? Alors là maintenant on y va. Sans plus tarder, on va commencer ici par la page de Coin Checkup. Donc là, accrochez-vous. Donc là, c'est une grosse semaine. Et au fur et à mesure on va, on avance dans tout ceci. Au fur et à mesure, il faut toujours avoir de l'énergie. Pourquoi vous devez être au top? Il faut être au top pour faire de l'argent. Si vous n'êtes pas au top psychologiquement, vous n'allez pas faire de l'argent. Comme on dit, scary money never wins. Donc ça veut dire l'argent investi avec peur, avec stress, avec angoisse et tout ce que vous voulez, avec des énergies négatives, vous n'allez arriver à rien faire du tout. Donc vous êtes au top. Chaque fois qu'on recommence une nouvelle semaine, on doit être au top. Il y a des opportunités. Le risque égale opportunité. Mais il doit être au top réellement pour bien comprendre cela. Ok? Alors maintenant, on y va. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Global Market Cap, on voit qu'on est à 217 milliards. Rappelez-vous, on va par tranche de 25 milliards à chaque fois. Donc là, on est en dessous des 225 milliards. Ça, c'est notre résistance maintenant, si on continue à monter. Et si on va plus bas, notre support, ce sont les 200 milliards. Donc c'est un niveau psychologique très important. On voit que la dominance du Bitcoin continue à monter. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que le Bitcoin, lui, est en train de se maintenir. Et il y a toujours de l'argent qui rentre dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour chaque dollar qui rentre ou qui sort, ici, il y a 51 cents maintenant qui correspondent au Bitcoin. Qu'est-ce que l'on a maintenant par rapport au Bitcoin? Si on le prend lui comme indicateur, on est à 6455. On voit qu'on remonte légèrement, retester les 6500. On a quoi comme support clé? C'est la zone des 6000 et des 5800 dollars. On est là. Market cap, les 111 milliards exactement. Qu'est-ce que ça veut dire ici pour le Bitcoin? On a une market cap clé qui est en dessous, donc c'est entre les 105 milliards et les 100 milliards. Vous voyez, les chiffres ronds sont des chiffres psychologiques, donc très important ce niveau-là. Au niveau 24 heures, le Bitcoin se reprend. Vous voyez qu'on était dans un patron baissier, donc dans un canal baissier, et vous voyez que là, on a atteint notre support, et là, on redécolle du support. Donc ce qu'on voit ici au niveau des 24 heures, c'est ce que l'on voit ici au niveau de cette hausse, et vous voyez que ça s'est généralisé dans quoi? Dans tout l'écosystème. Donc c'est plus ou moins le même patron. Ok? Alors là, maintenant, allons voir les cryptos du jour. Donc Ethereum, son prix 320 dollars exactement, market cap 32,4 milliards au niveau 24 heures. Ici, pardon, on est flat, mais en négatif. Donc, oui, le patron est ici. 14 jours, c'est quoi? C'est moins 31,1%. Mensuel, c'est moins 26,1%. Et trimestriel, bon là, c'est pas affiché, mais sinon, ce n'est pas grave. On continue. EOS, ici, 5e position, son prix 5 dollars et 15 cents. Market cap 4,6 milliards de dollars. Au niveau 24 heures, on est flat, mais en positif, donc un peu moins d'1%. Patron identique que celui du Bitcoin.
mais avec ces variables, bien évidemment. 14 jours, c'est quoi? C'est moins 37,8%, mensuel, c'est moins 28,1%, et trimestriel, c'est moins 63,7%. Ensuite, on a quoi dans le top 10? On a le Cardano, donc le ADA, son prix, c'est 11 cents et des poussières, market cap en dessous des 3 milliards, donc 2,96 milliards de dollars exactement. Au niveau 24 heures, on est flat et en positif, donc un peu moins de 1%, patron identique que celui du Bitcoin et des autres. 14 jours, c'est quoi? C'est moins 30,1%. Mensuel, c'est moins 10,9%, donc pratiquement du moins 11%. Et trimestriel, un peu moins de moins 59%. Continuons, il nous reste deux cryptos ici, le Neo et le Zilliqa. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Dans le top 20, Neo, ici, 15e position, son prix 18 dollars et 75 cents. Donc ça, c'est la crypto qui a vraiment baissé fortement. Ici, sa market cap, c'est 1,2 milliard de dollars. Au niveau 24 heures, bon, on est flat. Et ouais, tout juste pile poil 0%, donc on ne va nulle part. Donc là, on est à la baisse et là, à ce niveau de baisse, donc là, une fois qu'on a atteint ce fond, ben, on ne bouge pas de ce fond. 14 jours, pardon, c'est moins 44%. Mensuel, c'est moins 43,6%. Et c'est quoi ça? Trimestriel, excusez-moi, c'est moins 71%. Maintenant, ici, on va voir quoi? Différentiel par rapport au all-time high. Donc, vous voyez, les ATH, on était quoi? On a atteint un prix de 162 dollars et maintenant, c'est pratiquement du moins 88%. Donc, vous voyez exactement, il y a un gros différentiel. Hein, donc, de 162 dollars maintenant à 18 dollars. C'est énorme. Et terminons ici avec quoi? Avec le Zilliqa. Zilliqa, où es-tu? Où es-tu, mon cher Zilliqa? Voilà, 32e position ici, son prix 3 cents de dollars et des poussières. Market cap un peu plus du quart de milliard, donc 270 millions de dollars. 24 heures ici, on est à la baisse, donc c'est du moins 5,2%. On voit le patron ici, clairement un canal baissier ouais, dans tout l'écosystème, mais parfois, il y a beaucoup plus de volatilité que dans d'autres. Ouais, ici, par exemple, le OX, ici, a 21% de volatilité, donc là, c'est énorme. Zilliqa, un peu moins. Donc, qu'est-ce qu'on a ici au niveau 14 jours? C'est quoi? C'est un peu moins de 53% à la baisse. Mensuel, c'est moins 47,7%. Et trimestriel, c'est moins 78,5%. Donc là, on a pris la température de tout l'écosystème. Et maintenant, on va aller dans les news. Et bien évidemment, lorsque je serai inspiré, j'ouvrirai quelques parenthèses. Et il y a une parenthèse que je veux ouvrir. Hein. Il y a eu un commentaire qui avait attiré mon attention, mais comment dirais-je? C'est un très bon commentaire, excellent commentaire. Ça va avoir avec le pessimisme. Vous voyez qu'il y a pas mal de personnes qui me disent bah tiens, Serge, tu as l'air pessimiste dans les prix, mais comment dirais-je? La réponse, vous l'aurez avec le prix lui-même. Donc vous allez comprendre exactement, c'est pessimisme. Ce n'est pas réellement le bon mot qui doit être utilisé, mais là, on va y venir. D'abord, numéro 1, on va aller avec Ethereum. On va regarder un peu qu'est-ce qui se passe ici. Et on a le propre créateur, lui, Vitalik Buterin, qui revient sur quoi? Sur les 7 péchés capitaux dans tout ce qui est l'univers crypto. Oui, au niveau de quoi? De l'application réellement à grande échelle. Et là, il revient un peu sur 7 points qui sont clés selon lui. Vous voyez, 7 points de comparaison. Par exemple, ici, on compare ça à Internet. Vous voyez, la bulle des cryptos, on la compare à la bulle du Nasdaq. Donc, tout ce qui était compagnie Internet, ainsi de suite. Donc, il y a pas mal de parallèles qui sont faits. Mais là, bon, voilà, vu selon lui, selon sa vision, voilà, il revient sur... Enfin, dans cet article, on revient sur 7 points clés. Lors d'une discussion, comment dirais-je, qu'il avait énoncé et évoqué lors d'une discussion dans un groupe WeChat ici. Et donc là, voilà, on revient, l'auteur de l'article ici revient dessus sur ces 7 points. Donc c'est quelque chose de très intéressant pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Vous voyez que crypto, quand on parle de crypto, il y a énormément d'engouement. Et une chose, comment dirais-je, de laquelle moi je me rends compte, à travers des discussions avec des clients et pas mal de personnes, c'est que c'est toujours ce côté spéculatif qui est mis en avant. Et je me rends compte qu'il y a très peu de personnes, pratiquement personne, allez, je veux dire quoi, 90% des personnes ne comprennent pas l'aspect économique qu'impliquent les cryptos. Oui, on ne voit ça que quoi, c'est avec l'avènement du prix du Bitcoin et même ne comprennent très mal ce qu'est le Bitcoin et il y a énormément de fausses prophéties et de buzz qui ont été créés, ouais, que ça a créé pas mal d'engouement. Comme vous voyez ici, hein, tout ça ici c'était créé quoi par rapport au Bitcoin et ainsi de suite. Donc ce sont des dérivés du succès du Bitcoin. Ainsi de suite, mais on le comprend réellement très mal. Donc là, voilà, là il revient sur 7 points qui sont clés par rapport à ça. Et donc c'est quelque chose d'ultra intéressant à regarder, enfin surtout à lire ici. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le blockchain et tout ça, ça continue réellement à avoir pas mal d'engouement. Maintenant, on va dans une institution qui est une université ici. Et on voit que cette université, maintenant, elle a ouvert quoi? Il y a l'introduction d'un cours blockchain et bien évidemment Ethereum ici. Hein. Donc c'est au NYC, donc New York City Data Science Academy.
Donc cette académie maintenant elle offre un cours Ethereum et blockchain. Donc ça vous voyez que c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que maintenant il est en train de se passer quelque chose. Maintenant il faut être formé. Enfin ça a déjà commencé. Donc il faut être formé, il faut être aware entre parenthèses. Il faut savoir de quoi on parle. Et là il y a des opportunités. Il y a des opportunités. Donc on voit déjà ici pas mal de médias outlets. Mais là, maintenant, imaginez-vous au niveau institutionnel, académique, ainsi de suite, tout ce que ça peut créer. Donc, il y a des métiers, les métiers de demain, ce seront les métiers de développeurs, data scientist, ainsi de suite, et tout ça, et tout ce qui va avec. Maintenant, revenons un peu plus sur tout ce qui est Ethereum et sa performance. On voit quoi que le prix a baissé. Vous voyez que là, au moment de la rédaction de cet article, c'était 15% la baisse, on était aux 305 dollars, ainsi de suite. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer comment dirais-je, si on prend l'Ethereum en relation avec tout ce qui est altcoins. Pourquoi? La plupart des altcoins ont été créés comment? C'était des ICO, donc qui étaient créés sur la plateforme Ethereum. Donc voilà, exactement c'est quoi? Donc elles sont directement en relation avec Ethereum. Donc si Ethereum baisse, elle aussi pourrait baisser. Ouais, un peu comme lorsqu'on voit le Bitcoin qui est la porte d'entrée dans l'écosystème crypto, c'est 50%, 51% maintenant qu'on vient de voir du marché crypto. Donc lorsqu'il bouge, lorsqu'il prend une direction, que ce soit haussier et baissier, on voit que quoi? Il y a une contagion, donc tout le reste du marché suit. Donc une forte corrélation ici. Et donc maintenant, là, par rapport aux altcoins créés à partir des ICO, donc créés à partir de la plateforme Ethereum, il y a aussi une forte corrélation. Ouais, donc là, voilà, dans cet article, on revient dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On voit aussi qu'Ethereum a continué à avoir pas mal de problèmes, les problèmes de congestion. Rappelez-vous, on avait eu ça l'année passée avec les CryptoKitties. Et maintenant, il y a eu pas mal de choses, pas mal de controverses dans les dernières 24-48 heures. Il s'est passé pas mal de choses. Et numéro 1, c'était quoi? Il y a maintenant, il y avait un fameux jeu, donc le FOMO 3D qui avait été fait. Mais maintenant, quoi? Il y a un autre jeu qui ressemble à ça, qui target quoi? La population chinoise, qui s'appelle Last Winner. Et ce jeu en lui-même, vous voyez que tout ce qui est créé sur Ethereum, ça fonctionne comment? C'est sur base de smart contracts. Et donc là, pour, comment dirais-je, valider les smart contracts pour payer pour ces transactions, il faut du gaz. Et au plus il y a de gaz, enfin, comment dirais-je, au plus il y a de transactions, Ethereum a des problèmes. Comme on a vu avec les CryptoKitties, ça congèle, donc ça congestionne l'infrastructure. Et ici, voilà, il y a ce jeu, comme ils l'ont appelé, Last Winner. Et ce jeu-là, la Swinner, qu'est-ce que ça a fait? Ça a utilisé énormément de gaz et ça a congestionné quoi? Le réseau Ethereum. Donc là, déjà, problème. Vous voyez que là, c'est quoi encore? Mise à l'échelle. Au plus on a d'utilisateurs, ce genre de choses, on ne devrait pas l'avoir. D'un côté, tant mieux que ça arrive maintenant. Tant mieux que ce ne soit que des jeux, mais on voit exactement où sont, on va dire, les problèmes d'Ethereum, vu que ça, c'est pas quelque chose qui devrait arriver. Ouais. Donc là, réellement, on voit et on comprend encore qu'on est dans une phase embryonnaire. Donc là, vous voyez qu'un jeu encore a congestionné l'Ethereum. Donc maintenant, on continue. Et on voit maintenant que quoi, qu'il y avait déjà ici, on revient sur cette news, donc pour aller encore un peu plus loin, on revient sur le jeu Last Winner Lottery, voilà, c'est ça, qui avait congestionné, comment dirais-je, le réseau Ethereum. Ça s'est passé, mais maintenant, il y a eu quoi encore? Il y a encore eu autre chose. Donc ça, c'était, hop là, je sais pas ce qui se passe avec cette page ici d'article, elle est compliquée. Voilà, c'est, soit. C'est, comment dirais-je, le OMTM, donc c'est encore un autre projet blockchain qui a été créé aussi sur la plateforme d'Ethereum et qui maintenant a effectué quoi? Un airdrop. Et ça aussi, ça fait quoi? Encore une fois, ça a encore remis quoi? Ça a encore mis en difficulté l'infrastructure, la blockchain Ethereum et encore une fois, autre congestion. Avec ce genre de choses, c'est important de le noter. Pourquoi? Vous allez dire pourquoi est-ce que c'est important de voir cette news? Ça n'a rien à voir avec nous. Je ne suis pas investi dans MTM, je n'ai pas participé au Last Winner. Non, ça c'est pour montrer réellement the flaws. Comme on dirait en anglais, c'est quoi? C'est les problèmes, c'est les légers bugs, comment est-ce que je peux dire ça en français? Les choses à améliorer, on va dire au niveau de la blockchain d'Ethereum. Vous voyez qu'elle n'est pas encore au top. Donc lorsque vous voyez ça, que pour le moment ce sont des choses qui ont à voir avec du divertissement. Vous voyez CryptoKitty c'est du divertissement, un airdrop c'est du divertissement. Enfin pour un jeu c'est un divertissement. Le Last Winner c'est un divertissement. Maintenant pensez réellement, tiens, il y a une alliance avec Ethereum et pas mal de grosses compagnies. Donc vous voyez bien qu'Ethereum, les 32 milliards qu'ils ont là aujourd'hui, c'est quoi? C'est pour tenter de se développer et d'être mis à jour. Donc vraiment d'être mis à l'échelle. Pourquoi? Dans l'alliance qu'ils ont, il y a des grosses compagnies qui vont venir et placer une partie de leur business model sur Ethereum. Donc ces compagnies, ces entreprises-là qui sont déjà édifiées, donc pensez à des Coca-Cola, des Apple, des JP Morgan, des grosses compagnies pharmaceutiques, Bayer, Zurich Insurance, et tout ce que vous voulez, des gouvernements, ils ont besoin de venir lorsque la plateforme va être mise à jour. Donc là, même pas mise à jour, mais lorsqu'elle va être robuste, solide et prête à être mise à l'échelle pour affronter la forte demande. Donc elle va être constamment stressée. C'est-à-dire quoi? Stressée ici, c'est des milliers, voire des milliards de transactions par seconde vont devoir être faites. Vu que qui dit smart contract dit intelligence artificielle. Ouais. Donc là maintenant on voit juste avec ce qui est en train de se passer un projet qui arrive à congestionner cela. Alors imaginez-vous lorsqu'il y a plein de business.
les banques, les gouvernements, les communes, les services publics, tout ce que vous avez qui va être là, qui va être mis en partie sur toutes ces blockchains. Et là, imaginez-vous, si juste avec une loterie, ça congestionne ça, alors imaginez-vous le nombre de transactions qui vont être faites comment dirais-je, au quotidien, lorsqu'on aura vraiment cette grande mise à l'échelle, cette grande adoption. Donc ça, c'est quoi? Nous qui investissons, lorsqu'on voit ça, on doit investir de manière logique. Donc on doit connaître les fondamentaux. Ici, fondamentalement, on voit la compagnie telle qu'elle est. On voit qu'il y a des bonnes choses, des bonnes promesses. Mais maintenant, réellement, on doit revenir des deux pieds sur terre. Les deux pieds sur terre, c'est quoi? Pourquoi mettre de l'argent en masse dans un véhicule qui n'a pas de roue ou qui n'a pas de moteur? Ou qui constamment, tous les 5 mètres, a un pneu crevé, ou le moteur tombe en panne, ou il y a une fuite, ou quoi que ce soit. Vous voyez que c'est pas ça. Le véhicule promet, mais là maintenant c'est encore cette phase de véhicule concept. Vous voyez par exemple Porsche, avant de sortir un véhicule, ils avaient la mission le véhicule électrique là, pour être en compétition avec Tesla, ben, ils en ont fait quoi? Ils en ont fait un concept. Maintenant on va tester ce concept, on va le tester, on va le soumettre à pas mal de stress, et on va voir, bah, tiens, est-ce qu'il y aurait une place dans l'économie de demain avec ce véhicule? Est-ce qu'on en aurait une demande? Est-ce que nous maintenant, vous voyez qu'on est en train de dominer le tout avec des SUV, voyez, le Cayenne, le Macan, ainsi de suite, bah, tiens, est-ce que le Mission E va avoir une grosse demande? Est-ce qu'il va être mis? Est-ce que ce véhicule-là va être OK dans l'infrastructure de demain, dans l'économie de demain, dans les besoins de demain, dans la demande de demain, au niveau de la consommation de ce bien qui est un automobile? Oui, donc c'est très important de voir cela. Et par rapport à ça, bah tiens, on travaille. Donc ceux qui sont en train de mettre de l'argent dedans, bah, vont aller mettre de l'argent dans le projet Mission E de Porsche, bah, petit à petit. Mais il faut des choses qui soient, comment dirais-je, factuelles. Alors maintenant, vous voyez que c'est un bon test, on va dire en live, de ce qui se passe maintenant avec Ethereum. Ethereum, c'est un gros projet, donc ne vous détrompez pas. Gros projet, gros potentiel, on voit qu'il y a du gros capital. On ne met pas 32 milliards dans un truc qui ne vaut rien. Mais on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. On doit encore continuer. Et rappelez-vous que Ethereum doit continuer à nous faire ses preuves. Donc nous aussi par rapport à ça, donc maintenant vous avez 10 000 à investir, vous avez mis 1000, bah, soyez tranquille avec ça. Ces premiers 1000. Et maintenant, bah, le reste à mettre, bah, mettez-le au fur et à mesure lorsque Ethereum est en train de faire ses preuves. Donc là, c'est une idée, ça, c'est libre à vous. C'est un conseil. Maintenant, libre à vous de faire la stratégie comme vous le voyez. Vous voyez, donc là, c'est ça. Donc on voit que quoi? Il y a encore des problèmes. Ça continue à être congestionné. Vous voyez, on n'a pas vu que c'était un JP Morgan qui a congestionné ça parce qu'ils ont fait un transfert de 10 trilliards de dollars. Non, ça, c'est des jeux. Vous voyez, c'est pas encore du business sérieux, c'est du divertissement, ça, pour le moment. Donc, il faut bien comprendre cela. Maintenant, autre problème ici, enfin, même pas un problème, c'est une chose qui a... quelque chose que ça fait un bout de temps qu'ils étaient en train de faire cela, mais c'est quoi? On voit que Ethereum, ils sont encore en proof of work, donc il y a encore des mineurs qui sont là pour valider les transactions, et on voit que quoi? Qu'il y a une grosse partie de tous ces revenus qui vont vers les mineurs. Et donc maintenant c'est quoi? C'est comment dirais-je, tous ceux, donc tous les holders et tous ceux qui investissent, ben là ils sont en train de voter. Pourquoi? Ben pour qu'on réduise réellement la rémunération des mineurs. Et ça c'est quelque chose qu'Ethereum est en train de faire petit à petit. Et là, ouais, que ça doit être voté en consensus, ainsi de suite et tout ça. Mais c'est déjà quelque chose qu'ils avaient, comment dirais-je, c'était déjà quelque chose de clé qu'ils avaient déjà vu venir. Et par rapport à ça, ils avaient déjà implémenté ce qu'on appelle le difficulty bomb. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est un peu comme le Bitcoin. Vous voyez, le Bitcoin, au fur et à mesure où c'est miné, donc d'ici 2140, on aura le 21e, enfin le Bitcoin numéro 21 million, enfin le dernier qui va être miné. D'ici là, l'algorithme va grandir en intensité. Donc, s'accroître en intensité, c'est quoi au niveau de la difficulté? Donc, c'est quoi? Ça va être de plus en plus dur pour miner le Bitcoin. Vous voyez que là, ça va être les derniers, donc il faut encore beaucoup plus de puissance, ainsi de suite et tout ça. Donc, ça va être compliqué de continuer de le miner. Maintenant, au niveau d'Ethereum, ils ont fait pareil avec quoi? Ce qu'on appelle le difficulty bomb. C'est quoi? C'est une espèce de compte à rebours qui va leur laisser le temps de faire la transition de proof of work, donc de passer de la validation avec des mineurs vers le proof of stake, donc qui est une preuve de participation. Et donc, dans ce, comment dirais-je, dans ce laps de temps, ils ont appelé ça le Ice Age. Donc, c'est un temps dans lequel on va voir quoi? Ben, les mineurs vont commencer à voir quoi? Ben, leurs revenus diminuer de plus en plus. Et la difficulté pour miner, donc être récompensé en F, ça va s'augmenter. Et donc, ça, c'est quoi? C'est pour les inciter à passer de Proof of Work aussi au Proof of Stake. Ouais, et donc là, c'est quelque chose qu'ils ont mis sur place par rapport à ça. Donc là, c'est quand même assez technique. Il faut bien connaître l'Ethereum, il faut bien connaître exactement c'est quoi ce qui est en train de se passer. Mais voilà, ça, c'est une chose. Donc vous voyez déjà que numéro 1, problème, c'est quoi? On donne trop aux mineurs. Numéro 2, on avait déjà pensé à faire la transition de Proof of Work vers Proof of Stake. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a mis comme mécanisme sur place pour commencer à inciter tout le monde à faire ça? Eh ben, on a juste modifié l'algorithme. Donc l'algorithme va on va dire, s'auto-actualiser tout seul et rentrer dans cette phase qu'on voit ici de Ice Age. C'est quoi? Ça va être de plus en plus dur et nous, ça va nous permettre de faire la transition de manière cool et carrée. Pourquoi? Si on ne fait pas ça, ça va être quelque chose de brusque, et quelque chose de brusque fait quoi? Une bifurcation.
Donc là, c'est aussi par rapport à ce qu'on a vu avec Bitcoin et Bitcoin Cash, comme on donne l'exemple ici. Mais eux, c'est pour éviter d'avoir cela. Donc ça, c'est un mécanisme qu'ils ont mis en place. Donc vous voyez que là, ils viennent avec pas mal de subterfuges afin d'arriver, on va dire, à leur fin. Mais que la transition se fasse de manière cool. Ok, alors maintenant on continue. Et là, on continue quoi? On revient un peu sur ce qu'on a vu avec les transactions, donc au niveau du gaz, ainsi de suite, c'est en train de monter. Et maintenant, il y a encore une autre hypothèse. Ça, c'est une spéculation. Je dis bien, c'est une spéculation. C'est encore une autre hypothèse qui est quoi? Qu'il y a quelqu'un qui est en train de spammer le network. Donc quelqu'un qui est en train réellement comment dirais-je, c'est une activité malicieuse vraiment pour congestionner le réseau Ethereum. Ça, c'est pas la première fois, hein. Je pense que c'est la deux ou troisième news durant l'été qu'on a vu en relation avec cela. Et à un moment donné, il y avait quoi? Il y avait il y avait une petite guerre entre ceux du IOS, on disait que c'est ceux du IOS qui avaient provoqué cela, ou ainsi de suite. Enfin, il y avait pas mal de choses qui se passent, mais avec ça continue. Vous voyez que là, c'est en train de continuer et ça, comment dirais-je, c'est fort problématique. Donc, on voit que quoi? Que arriver à congestionner une blockchain qui se veut être, on va dire, la blockchain de référence de demain. Donc, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de choses, ils doivent faire beaucoup de choses à ce niveau-là. Bien évidemment, les attaques malicieuses, ça existe toujours, mais là, c'est quoi? Rappelez-vous, tout ce que nous on voit, tout ce qu'on est en train d'analyser, là c'est pour nous titiller, nous orienter, nous inspirer, nous dire tiens, ici il y a un truc avec Ethereum. Donc Ethereum c'est quoi? S'ils n'arrivent pas à être mis à l'échelle, si avec un simple jeu ils sont congestionnés, comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire demain lorsqu'ils vont prendre des gros business, lorsqu'ils vont vraiment commencer à devoir vraiment être là, être à jour, être à temps. Parce qu'un Coca-Cola n'a pas le temps. Coca-Cola, ce sont des milliards. Un Apple, c'est des milliards. Un Johnson Johnson, c'est des milliards. Un Bayer, un SAP, un Oracle, tout ça, ce sont des milliards. Et donc là, mettre des milliards en jeu avec une plateforme qui est congestionnée à cause d'un jeu, c'est pas intéressant au niveau du business. Ouais. Et le blockchain est censé être là, dynamiser le business de demain. Ouais. Pour participer à tout ce qu'est l'économie mondiale, donc faire en sorte que la croissance du PIB continue à être constante. Donc là, on a besoin du blockchain. Donc il doit délivrer sur ses promesses. Et pour le moment, lorsqu'on voit qu'il est congestionné et que, on va dire, le gaz au niveau du réseau est en train de monter à cause de quoi? D'un jeu, c'est pas ça. Ouais. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire ici. Donc on voit qu'ils sont une bonne équipe, ils ont du capital qui est dedans, ils ont des personnes derrière eux, mais c'est technologique ici. Ouais. Quand on fait nos 3 points, les 3 questions clés que l'on doit se poser, où sont-ils au niveau d'investissement? Oui, ils ont de l'argent, mais cet argent va servir à quoi? L'argent qui est là maintenant sert à quoi? À mettre à jour cette plateforme, afin qu'elle soit opérationnelle. Et donc ceux qui ont le Q3, vous savez exactement dans quoi ils sont en train de travailler. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et c'est quoi la date et les échéances qu'ils ont. Ok. Donc on est encore loin réellement du full potentiel d'Ethereum. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est que nous, lorsqu'on investit, on doit revoir nos stratégies. On ne doit pas aller dedans comme des dingues. Enfin, ça, c'est ce que moi, je fais, moi, personnellement. Maintenant, chacun fait ce qu'il a à faire avec son capital. Continuons maintenant. Maintenant, ici, on va mettre un peu de baume au cœur, quelque chose d'un peu plus joyeux, on va dire ça comme ça. Microsoft Azure, donc ce service-là, vous voyez que maintenant, ils sont en train de quoi? D'utiliser quelque chose qui est basé sur la plateforme d'Ethereum, donc ils utilisent la technologie Ethereum à ce niveau-là. Et c'est quoi maintenant? Ils ont un nouveau projet qui a été mis, un nouveau produit qui est mis. Pour eux, c'est quoi? C'est le blockchain comme service. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous, moi j'ai une entreprise, j'ai du business à faire et ainsi de suite, et j'ai pas le temps de commencer à avoir des développeurs, commencer à faire ci, à faire ça. Alors maintenant, c'est quoi? Microsoft, à travers Azure, me permet d'avoir quoi? Du blockchain comme service. Donc c'est quoi? J'ai des solutions qui sont, on va dire, toutes faites. Et donc moi je viens et cette solution je peux rapidement la modifier tout simplement dire tiens je veux ça. Et là j'ai une solution toute faite à travers Microsoft Azure. Donc là ça me permet de faire ça. Vous voyez que c'est leur plateforme de cloud computing qui permet cela. Et ça c'est quoi? Là c'est avec Ethereum, Corda et Hyperledger. Donc là c'est quelque chose de super fort. Pourquoi ils en ont différents? Ethereum, Corda et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes blockchains. Il y a des blockchains qui sont publiques et des blockchains qui sont privées. Et donc là par rapport à l'entreprise peut choisir ce qu'elle veut. Donc elle peut choisir une blockchain privée, une publique ou avoir un hybride des deux. Et donc là, les solutions qui lui ont été données à travers Microsoft, c'est avoir ça. Donc là, permettre de développer cela. Donc offrir ce service blockchain à travers Ethereum, Corda et Hyperledger. Donc là, voilà. Donc là, ils viennent de dévoiler cela. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une belle initiative. On voit quoi? Tiens, comment dirais-je? On fait confiance. C'est là, c'est en train d'arriver petit à petit, mais il faut encore plus. Vous voyez que ces problèmes de congestion, lorsqu'il y a des business qui vont venir, ils ne doivent pas avoir ça. Mais là, vous voyez que là, maintenant, c'est quoi? On ne met pas tout le poids uniquement sur Ethereum. D'un autre côté, on a quoi? On a Microsoft qui est là aussi. Donc, on va dire, tiens, ce que Ethereum pourrait avoir comme problème, voilà, on a, comment dirais-je, la sécurité d'un Microsoft qui est là. Tout simplement, c'est ça. Alors maintenant, on continue. Et qu'est-ce que l'on voit encore ici? Une dernière news. Il y a Opera, vous voyez ici, qui vient de faire quoi?
Opera, donc le web browser qui vient de quoi? De rajouter quoi? Ben, un wallet Ethereum dans tout ce qui est quoi? Ben, pour leur plateforme bureau ici. Donc ça c'est quelque chose de super super intéressant. Ben, maintenant ben, voilà, on a ça de, comment dirais-je, on a accès à avoir un wallet ici sur le browser PC. Donc ça c'est vraiment quelque chose de super cool. Et ça continue à arriver. Donc là directement intégré dedans. Donc ça c'est pas mal ça. Donc ça c'est une bonne initiative. Et ouais, ben, c'est des choses comme ça qu'on veut voir. Ben, comment dirais-je? Comment dirais-je, d'avoir des moteurs de recherche qui intègrent ce genre de choses. Donc là, c'est bon, il y a de l'initiative. Donc c'est quoi? Bah, il y a un beau futur par rapport à ça. Il y a des utilisateurs. Donc là, c'est, comment dirais-je, bah, c'est quelque chose en plus. C'est comme être listé sur un exchange. C'est une exposition. C'est quoi? C'est encore un pas en plus plutôt dans tout ce qui est quoi? Bah, la phase d'adoption. Donc ça, c'est positif. Vous voyez que tout n'est pas négatif, mais là, c'est au côté, vous voyez, au côté des news, des choses qui sont en train de se faire, c'est cool. Mais ici, le gros problème, c'est quoi? Rappelez-vous que avec Ethereum, c'est pas un problème d'argent, ils en ont suffisamment. C'est un problème au niveau de la technologie. Donc lorsqu'on regarde tout fondamentalement, bon, on doit se dire, bah, tiens, ils en sont au niveau de la technologie, bah, tiens, on est encore, si on doit les mettre sur une échelle de 0 à 10, ils en sont où? Ben, pour moi, maintenant, ils sont en dessous de 4. Je dirais 2,5, 3. Donc il y a encore pas mal, vous voyez qu'il y a pas mal et un gros potentiel réellement. Donc le temps qu'ils arrivent à 8, 9 et qu'ils atteignent 10, il y a encore beaucoup de chemin. Donc là, voilà où ils en sont, mais c'est déjà très prometteur. Alors maintenant, voilà, là on va regarder quoi? L'analyse technique. Et ici, je vais ouvrir une parenthèse pour répondre à une question qui m'avait été posée au niveau de... On me disait, bah, tiens, lorsque tu regardes les prix, c'est par rapport à l'émission du dimanche, hein, donc l'émission d'hier, on me disait, bah, tiens, tu étais quand même assez sceptique. Et je vais vous dire, sceptique, non. Pessimiste par rapport au prix. Donc ici déjà numéro 1, regardons ce que l'on a et vous allez voir la réponse va arriver d'elle-même. Enfin, j'espère que ma manière de développer cela, ben, que ça va vous éclairer. Qu'est-ce qu'il y a ici? On voit que maintenant Ethereum a atteint quoi? Les 320 dollars. Donc là maintenant, vous voyez qu'est-ce qu'on a ici. Donc on va regarder ça en bien grand. On va décortiquer tout ce que l'on voit ici au niveau du price action et qu'est-ce que l'on a. Vous voyez qu'on était ici à ce niveau. Ça c'était la semaine dernière. On a continué à baisser. On a passé ici ce niveau de support que vous voyez là. Et on est venu atteindre quoi? La semaine passée, on parlait de quoi? De la moyenne mobile de 104 semaines. Vous voyez ici, c'est 52 semaines qui est là en rose. Vous voyez là, c'est notre résistance max. On a un nuage de moyenne mobile ici. On a une directrice de tendance. On a un niveau de support horizontal. Vous voyez comme vous voyez là. Donc les 480, les 415, les 350, 360, 320 maintenant. Ici les 240 et ainsi de suite. Et on parlait déjà de quoi? Ben, d'un Ethereum en dessous des 400 dollars qu'il allait atteindre quoi? Cette zone ici, cette moyenne mobile ici. Donc celle de 104 semaines. Et continuer à être quoi? En zone de sous-évaluation. Maintenant, j'ai inclus quoi? Le graphe de la semaine passée. Là où nous on était, vous voyez le graphe ici du 6, vous voyez qu'on était là. Et là déjà on parlait de quoi? Si Ethereum était en dessous des 400, on allait atteindre quoi? La moyenne mobile de 104 semaines. Pour voir le prix, bah, les moyennes mobiles attirent le prix comme un aimant. Donc tout simplement c'est quoi? Lorsque moi je suis en train de faire mon analyse, lorsque moi je suis en train de regarder les choses, il y a une chose qui est claire. Il faut d'abord déterminer dans quel type de marché on est. On est dans un bear market. Donc c'est-à-dire quoi? Ce sont les vendeurs qui sont au contrôle. Vous voyez que, rappelez-vous, hein, Ethereum est fort et toujours bon au niveau fondamentalement. C'est quoi? Fondamentalement, on voit qu'ils vont aller de l'avant. Donc on voit que quoi? Ça pour du long terme, donc 2025, 2030, adoption massive, ainsi de suite. Ils vont être au top au niveau de la plateforme, de leur technologie, ainsi de suite. Donc là, c'est haussier. Mais maintenant, on doit regarder réellement où on en est. Et aujourd'hui, on n'est pas encore là. Il y a des belles promesses par rapport, comment dirais-je, par rapport au futur de cette crypto. Donc la chose étant, c'est quoi? C'est que lorsque moi je suis en train de regarder ça, je dis bah tiens, on voit que mon canal ici, dans le long terme, il va vers le haut. Il y a une inclinaison à la hausse. Donc là, c'est quoi? Dans les années à venir, Ethereum va être haut. Il pourrait même être bien plus haut que les 1500 dollars. C'est ce qu'on lui souhaite, et tant mieux. Mais maintenant, revenons les pieds sur terre. Nous, on est ici pour le moment. On n'est pas là. On n'est plus là. On n'est pas en 2030. On est ici. 13 août, pardon, 2018. On est ici. Et pour le moment, le prix est en train de baisser. Donc moi, lorsque je suis en train de regarder ça, lorsque j'ai envie de rentrer dedans, je dois me dire bah tiens, je rentre dedans. Pourquoi? Le truc qu'il y a, c'est quoi? Je suis en train de voir le prix qui est en train de baisser. Donc là, comme on a vu ça là, maintenant on revient ici. Donc vous voyez que le résultat, c'est là. Donc là, ce qu'on avait vu, on y est arrivé. Maintenant, c'est quoi? Lorsque je suis en train de voir ça, je dois réévaluer mon positionnement. Je me dis, bah, tiens, on n'est pas encore en 2022. Vu qu'Ethereum doit vraiment être arrivé au top, ils ont une échéance, c'est 2021 pour réellement être au top avec leur plateforme. Donc ils ont 3 ans encore pour travailler par rapport à ça. Mais maintenant, moi, j'ai envie d'être investi dedans. Je ne sais pas jusqu'où ils vont baisser. Donc moi, lorsque je suis en train de regarder ceci, et je sais qu'à long terme, on est haussier, je dois évaluer ce que je vois aujourd'hui. Ce que je vois aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a encore un risque qu'Ethereum aille beaucoup plus bas.
Ethereum, ça m'intéresse. Et comme je vous l'ai dit, si j'ai 1000 euros, si j'aurais mis mes 1000 euros ici, ben boum, je vois quoi? Ben, mes 1000 euros sont en train de continuer à tomber. Et imaginez, c'est tout ce que j'avais à investir. Donc maintenant, moi, je dois réévaluer ce que j'ai. Sur base de la réévaluation de ce que je suis en train de faire, je regarde le price action. Et le price action me dit, bah tiens, ici, Ethereum va aller plus bas. La semaine passée, j'ai dit que ça allait aller plus bas. Eh ben, on est arrivé beaucoup plus bas. Donc ça, c'est quoi? C'est pas être pessimiste, c'est de regarder les risques qu'il y a. Ça, c'est être réaliste. Réaliste par rapport à ce qu'on voit. On est toujours dans un bear market, donc les prix pourraient continuer à aller bien plus bas. Tout simplement, c'est ça. Donc par rapport à ça, moi, je dois réajuster ce que je suis en train de faire. Je dois réajuster ma manière d'intervenir dedans. Je sais que dans le long terme, ça va y être, mais j'y vais pas à pas. Et je suis ce que la compagnie est en train de faire. Vous voyez que beaucoup de gens disent, oh, tiens, si tu es pessimiste et que tu n'as pas envie que le prix monte. Non, le prix, fondamentalement, on est haussier. Mais maintenant, il y a une grosse divergence entre les fondamentaux et le technique. Techniquement, on voit qu'on est où, on continue d'aller vers le bas, mais vous voyez qu'il y a des bonnes news ici, Microsoft, ainsi de suite, tout ça. Microsoft, c'est une grosse compagnie, il y a beaucoup de clients, mais quoi, le prix, vous voyez que cette news-là, ça n'a pas fait que le prix est monté à 1500, rien du tout. Et là, c'est quoi? Ben, faut jamais oublier que le problème est technique. La technologie n'est pas encore au point. Donc là maintenant, l'argent doit rentrer dedans, oui, mais pas à ces niveaux-ci. Donc là, on pourrait retourner à un niveau auquel, bah tiens, c'est quoi la chose? Bah, qu'on se dise, bah tiens, voilà, ici, on est OK à ce niveau-là, on est fort sous-évalué, et ici, bah là, Ethereum, bah ça vaut ça maintenant, là aujourd'hui. Par rapport à ce qu'ils ont, les problèmes dans leur plateforme et ainsi de suite, et la trajectoire qu'ils ont, bah aujourd'hui, Ethereum, bah, ça vaut ce prix. Maintenant, ça, c'est les investisseurs qui sont en train d'évaluer ça. Et en consensus, ils vont tous se dire, bah tiens, on va tous rentrer à ce niveau-ci ou à ce niveau-ci. Ça ne baisse plus. Mais ça, c'est pas nous qui le faisons. Nous, on regarde cela. Nous, on voit cela. Moi aussi, en tant qu'investisseur, je me dis, bah tiens, quand je vois ça, ça continue à baisser. Bah quoi? Si Ethereum, ça m'intéresse, horizon 2025-2030, c'est une occasion pour moi de pouvoir accumuler en allant plus bas. Mais je regarde, je suis réaliste. Ici, on voit bien que ce sont les vendeurs qui ont le marché sous contrôle. Et on continue à baisser. Tout simplement, c'est ça. Tout simplement, ça c'est quoi? Avant de penser à ce que je peux gagner, tiens, ça va revenir au 1500. Qui me dit que ça va revenir au 1500? Ça, on n'en sait rien du tout. Tout ce que je sais que maintenant, je vois que c'est en train de baisser. Donc moi, je regarde les choses par rapport au risque. Regarder le risque, ça fait partie de ma stratégie, ça fait partie de mes analyses et de mes recherches. Et ça, ce n'est pas être pessimiste, c'est être réaliste. Moi, quand j'ai du capital à placer, il y a un risque. Ben, il y a un risque quoi? Ben, que ça tombe à zéro. Donc je dois être prêt par rapport à ça. Si imaginez-vous que maintenant j'aurais mis tout ce que je dois mettre et que ça tombe à zéro et que ça fait un an, ça reste à 10 cents et qu'après ça recommence à monter, ben moi je suis déjà touché psychologiquement et si je décide de vendre à 10 cents, ben j'aurais perdu tout ce que j'ai. Mais si par contre je rentre au fur et à mesure et petit à petit et je rentre sur base de ma théorie, c'est la théorie du chien. Si le chien, je dis donne la papate petit, t'as un sucre. Assis, t'as un sucre. Debout, t'as un sucre. Va chercher, t'as un sucre. Mais si lorsque je dis donne la papate, il fait rien et il fait autre chose, bah, je ne donne pas de sucre. Donc là, c'est ça. Le sucre ici, comprenez que c'est mon capital. Donc là, maintenant, bah, je dois savoir tout ce qui se passe. Et pour le moment, le momentum continue à être baissier. Ok, donc il y a bien plus que ça, mais bon voilà, il y a toute une histoire, il y a toute une vie d'expérience à comprendre. Et en 3-4 minutes de cette parenthèse, ça ne va pas être tout, mais l'idée derrière, c'est ça. Donc comme vous voyez, ce qu'on avait vu la semaine passée, atteindre la moyenne mobile de 104 semaines, donc ça c'est le graphique du 6. Et maintenant, ici, le graphique du 13, on y est arrivé. Donc maintenant, c'est quoi? Il y a des targets ici, des 250, et après au niveau des 200, juste en dessous, et qui sont d'anciens supports. Donc principalement le niveau des 200, on verra si on va y arriver. Mais si on continue comme ça, et qu'on continue à être en zone de sous-évaluation, il est fort probable qu'on y arrive. Ok? Donc là, voilà pour Ethereum. Maintenant, allons avec le Zilliqa. Vous voyez que Zilliqa, on en parle pas mal comme étant l'Ethereum killer, ainsi de suite. Mais on voit que Zilliqa a fait pas mal de choses. Un, c'est quoi? Lister à tokenize, donc un nouvel exchange. Donc ça, c'est excellent au niveau de l'exposition. Et maintenant, c'est quoi? Ils viennent de quoi? D'avoir une nouvelle recrue qui est quoi, qui vient de Google, qui était marketing, qui faisait le marketing de Google Pay, qui maintenant va être Chief Marketing Officer ici à Zilliqa, donc pour le permettre de quoi, bah, d'aller de l'avant. Donc là, bah, c'est excellent, il y a toujours d'excellentes choses qui sont en train de se passer avec Zilliqa, donc là, ben voilà. Et donc voilà exactement ici, on revient encore là-dessus, ils viennent d'avoir quoi, bah, comme CMO, ben, c'est la demoiselle qui s'appelle Yili Ding, Yiling, excusez-moi, Ding, donc voilà. Donc elle était dans tout ce qui était Asian Pacific Marketing pour Google Pay et maintenant elle s'occupe de Zilliqa, elle va développer le marketing pour eux. Donc c'est quoi? Ben, réellement aller vraiment promotionner cela auprès des entreprises et auprès des corporations et auprès des clients potentiels. Donc voilà, donc ils se renforcent. Ça c'est important aussi de voir l'équipe. Ouais, c'est très 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 important. Ouais, il y a toujours 3 points que moi je regarde clés lorsque je suis en train de regarder tout ce qui est fondamental. Point clé numéro 1, c'est la technologie.
Donc tout ce qui est technique, la technologie, on va dire leur blockchain. Qu'est-ce qu'ils font? JDK, fort connu pour tout ce qui est sharding, ainsi de suite, mise à l'échelle. Numéro 2, ensuite, je regarde l'équipe. Et numéro 3, ensuite, on regarde l'argent. Donc l'équipe, on voit que quoi? Ben là, maintenant, ils viennent de rajouter une équipe formidable. J'ai bien évidemment l'équipe technique, l'équipe du management, l'équipe de promotion, l'équipe de tout, l'équipe stratégique, l'équipe financière. Il faut que ce soit une équipe au top. Vous voyez là, elle a un bon track record, elle vient de Google Pay. Donc c'était une personne qui faisait ça pour toute la région Asie-Pacifique. Là, maintenant, elle vient ici. Donc là, l'équipe, c'est quoi? En plus de l'équipe déjà qui était déjà là, c'est déjà un gros plus. Y a-t-il des investisseurs, ainsi de suite? Et ben ça va être son travail à elle, d'aller chercher quoi? L'argent. C'est ça le marketing. Je dois promotionner réellement les produits que l'on a, promotionner les services que l'on a et aller maintenant vers des grosses corporations et vraiment intégrer vraiment les services qu'on peut offrir nous avec le Zilliqa et les bienfaits de notre plateforme blockchain. Et après, on va voir quoi? On va voir le capital rentrer dedans. Au niveau technique, est-ce qu'ils sont au top? Est-ce que l'équipe technique est au top? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, au niveau du sharding, ça a déjà été prouvé. Ils ont fait auditer ce qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient arrivés à 2800 transactions par seconde, qui est nettement supérieur à ce que fait Ethereum, qui est à 15 transactions par seconde maintenant. Vous voyez que ça, déjà, c'est OK. Donc, fondamentalement, c'est quoi? On voit que techniquement, ils sont OK. On voit qu'ils ont une équipe qui sont en renforce qui est OK. On voit que l'argent va continuer à venir. Donc, fondamentalement, c'est ça, bien évidemment, avec d'autres choses qu'il faut prendre en compte. On se dit que quoi? Ça, pour du long terme. Donc maintenant, si on est en 2018 et que je me projette en 2028, ça c'est haussier. Et maintenant, d'un autre côté, après, on a quoi? Tout ce qui est technique. Maintenant, regardez techniquement, ils sont où? Et sur base de ce qui est technique, là, c'est quoi? Je vais ajuster mon money management et je vais ajuster mon risk management. Et tout ça, c'est quoi? Ça forme une stratégie. Ouais. Ma stratégie d'intervention. Pourquoi? Ouverture, on va dire fenêtre d'horizon long terme ici. Ouais. Et ça, c'est quoi? Ces deux choses combinées, cette manière de penser combinée, c'est ce qui crée mon système. Qu'est-ce que ça veut dire? Systématiquement, lorsque j'ai un projet, je vais faire la même chose. Je vais systématiquement regarder point par point. Je vais jamais me laisser avoir par les émotions. Et peu importe ce qu'on dit ici, ça doit être vérifiable, je dois le voir, moi je dois le digérer. Si je suis OK, voilà. Après, je fais mon rôle de chef d'investissement. Je décide, OK, je vais aller acheter ceci, ou bien OK, je sors de ça, ou bien OK, je ne fais rien. Mais que c'est systématiquement, je fais les mêmes choses. Mais que là, il faut bien regarder les choses. Et donc, comme vous le voyez encore une fois ici, moi je pense au risque. C'est pas être pessimiste, c'est penser au risque. Pourquoi? Parce que c'est mon capital que je mets en risque. Mon capital est en risque. Il ne faut jamais oublier ça. Donc après, je suis réaliste. Lorsque je vois la réalité, que la réalité baisse, comme on l'avait vu la semaine passée, on parlait d'une baisse, Ethereum est arrivé à ce niveau de baisse. Donc ça, c'est être réaliste. Par rapport à ça, je me dis quoi? Tiens, si je devais être investi dedans, ou je fais rien, ou je reviens plus bas, ou je dis, tiens, ici, si on peut continuer à aller encore un peu plus bas, donc opportunité pour accumuler, ou d'un autre côté, là, je commence à rentrer petit à petit. Moi, je vous dis personnellement pour Ethereum, ce que j'ai mis dedans, maintenant, je mets rien de plus. Pourquoi? J'attends qu'il prouve. J'attends qu'on fasse demi-tour. Je suis satisfait avec ce que j'ai mis dedans. Je n'ai pas besoin de plus. Maintenant, qu'est-ce que je ferai avec Ethereum? Une fois que j'ai fini l'accumulation, j'ai encore quelques ordres j'espère qu'ils vont être passés, vont être exécutés. Maintenant, c'est quoi? Si ça continue à baisser ou si ça remonte de manière où ça repart à la hausse, ce que j'ai investi, ça va s'apprécier. Et maintenant, j'irai quoi? Je vais rebalancer, changer de casquette. Je vais prendre la casquette du spéculateur. Donc là, je vais jouer au George Soros maintenant. Ouais. À la hausse, à la baisse, peu importe. Là, je serai là. Parce que je suis OK dans ce que j'ai mis. Maintenant, au fur et à mesure qu'on va passer certains paliers, là, maintenant, je déciderai, tiens, je vais rajouter un peu plus ici, là ou là. Et ça, on n'y est pas. Pour le moment, Ethereum, je suis satisfait. Et d'un autre côté, Zilliqa, je t'ai rentré dedans. Et c'est dans Zilliqa maintenant que dans cette baisse ici, je profite encore pour continuer à en accumuler. Ok. Alors là maintenant, qu'est-ce qu'on a? Voilà, là c'est encore les nouvelles news de Zilliqa et l'annonce qu'ils avaient fait. Vous voyez l'annonce aussi des nouveaux partenariats avec de nouvelles compagnies. Il y avait une compagnie avec laquelle ils étaient, c'était une compagnie japonaise avec laquelle ils avaient commencé à développer des choses et le lancement de leur mainnet qui a été reculé au lieu de Q3 2018, donc c'est-à-dire maintenant et on va dire l'automne, ça passe au Q1 2019, donc à partir du mois de janvier et en train de bosser avec qui? Avec d'autres entreprises maintenant au Japon. Hein. C'était une entreprise, j'ai oublié le nom, c'était Interopia, Infoteria, voilà, Infoteria, et encore une autre entreprise avec laquelle ils étaient en train de bosser pour continuer à développer des choses. Donc ici, ça se passe tranquillement. Ouais. Et donc ici on revient sur la question pourquoi est-ce que les investisseurs devraient garder les yeux sur Zilliqa, sur tout ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez que techniquement ici, il faut se poser les bonnes questions. Au niveau du speed, bien évidemment, voilà, ils ont réussi à faire 2828 transactions par seconde et ça a été audité par une tierce partie. Donc ça c'est fait, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de factuel, ça a été matérialisé. Ce qu'ils font au niveau du sharding, ça a été fait super bien. Ce qu'ils sont en train de faire ici avec
comment dirais-je, ce protocole ici, c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Et là, mais, ils ont toujours le côté preuve de travail aussi, ça fonctionne super bien. Et les partenariats qu'ils sont en train de faire, tout ça, ça va bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Malgré le prix que l'on a, l'avenir s'annonce doré ici pour cette crypto. Donc là, au point auquel on en est, ben voilà, on réajuste et on réévalue réellement ben, le risque. Et là, maintenant, on va le voir. Hein. Donc, vous voyez que nous, Zilliqa, on est ici. On a atteint quoi? La zone des 3 cents et des poussières. Maintenant, par rapport à la semaine passée, on parlait de quoi? Ben, que ça allait être possible de continuer à baisser. Vous voyez qu'on était ici, en dessous de ce niveau doré. Prochaine target qu'on avait ici, c'était les 3 et des poussières. Ben maintenant, voilà, ça c'est la semaine passée qu'on voit ici le 6 août. Et ici, ben quoi? Le 13 août, la ligne dorée ici qui était notre target ici, hein, au niveau de ce support, et ben comme vous voyez, on est pile poil dessus et on voit même encore un peu plus bas. Donc ça, c'est les targets qu'il y avait là et moi j'avais des ordres dans cette phase de baisse. Pourquoi? Bah, sur base de ce que je vous ai montré. Fondamentalement, le projet, bah, je dis, ok, ça, moi je leur donne une place dans l'avenir. Donc ici, ils sont en train de faire les choses bien. Je vois une baisse, mais cette baisse pour moi, c'est quoi? C'est une opportunité de pouvoir accumuler à un prix bien plus bas. Plus intéressant de rentrer ici que d'être rentré là. Ouais. Et donc là maintenant, j'accepte le risque. C'est quoi le risque ici? Ben, le risque, par exemple, si je rentre à 0,035, on tombe à 0,020. Ben, tiens, je vais dire, tiens, ben, par rapport à ça, est-ce qu'on a un risque? Maintenant, voilà, quand on voit ça, est-ce qu'on peut continuer à aller plus bas? Oui, on peut continuer à aller plus bas. Donc moi, c'est quoi? Ben, par rapport à ça, je dois adapter ma position, la taille de ma position. Je ne veux pas mettre 100 000 ici. Ici, je me dirais, ben, tiens, je vais aller petit à petit, je vais mettre cool. Je préfère voir 50% partir de 1000 euros que de 100 000 euros. Ouais. C'est 50% qui partent, qu'on perd encore 50%. Donc, ici, si on était au 0,04 et qu'on atteint les 0,02, ben, c'est quoi? C'est une baisse de 50% ici. Donc, c'est quoi? Ben, 1000 euros. Ici, je n'ai plus que 500. Non, je préfère voir ça avec 1000 euros que de voir ça avec 100 000. Ouais. Donc là, je vais petit à petit. Petit à petit, petit à petit. Et j'aurai toujours des points, il y a toujours des opportunités, il y a toujours des points d'entrée à la hausse. Ça, c'est quelque chose qui vient avec l'expérience. Rappelez-vous, moi, ça fait longtemps que je fais ça. Je ne suis pas cryptocentrique, je fais ça avec énormément d'actifs, avec tout. Et on a vu les mêmes patrons, les mêmes modus operandi, la même manière de rentrer dedans et ainsi de suite. Donc là, c'est ça. Rappelez-vous que chacun doit mettre sur pied son système et sa stratégie. Donc, comme vous le voyez ici, on avait cette ligne dorée, on parlait d'aller beaucoup plus bas. Et ça, c'était la semaine passée. On y était, maintenant on est arrivé. Donc ça, c'est pas du pessimisme, je le répète bien, c'est du réalisme. Mais la projection à long terme, elle n'a pas changé, ça reste haussier. Sauf qu'il faut savoir, vous voyez que là, on parle de ce qu'on voit. Vous voyez ça, quand on voit ça, ça, c'est le prix, c'est factuel. Donc par rapport à ça, ben, moi aussi, je dois avoir des pieds sur terre et me dire, ben, tiens, il peut se passer ça, 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 ça et ça. Et on a eu différents scénarios, et c'est ce scénario-là qui a été, on va dire, qui s'est exécuté. D'atteindre les 0,04 et d'être beaucoup plus bas par rapport à ce que nous, on voyait ici la semaine passée. Ok. Alors maintenant, on va à IOS. Et qu'est-ce qu'il y a à IOS? Ben, IOS aussi, maintenant, on voit qu'IOS a eu pas mal de problèmes. Maintenant, IOS est en train de revenir, on va dire, bien. Ouais. Le problème de gouvernance qu'ils avaient, ça a été réglé. Ils sont revenus à un modèle centralisé, semi-centralisé, mais on va dire. Quand tu es semi quelque chose, tu es beaucoup plus quelque chose. Vu que cette promesse de décentralisation, c'était pas un modèle qui fonctionnait chez eux. La gouvernance, maintenant, être revenu en modèle, on va dire, semi-centralisé, on va dire ça comme ça, centralisé, ça va beaucoup mieux maintenant pour eux. Ouais, le lancement, ils ont pas mal de choses. Le lancement, tout ça, c'est fait bien. Ok, maintenant, ça va. Maintenant, ici, on voit que quoi? On voit qu'il y a un projet de lancement d'une stablecoin sur quoi? Ben, sur la plateforme d'IOS. Donc ça, c'est quelque chose de super, super bon, ça ici. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et aussi, ils vont avoir cela. Il y a aussi leur DEX qui va arriver, donc leur exchange décentralisé. Ils étaient déjà en train de travailler dessus avec Bitfinex. Et donc là, on va voir comment ça va aller. Voilà, la blockchain ici, Heaven, donc blockchain startup Heaven brings EOS, its first stablecoin. Donc là, on vient de le voir. Cette news-là a été confirmée, donc là, ça va arriver. Maintenant, qu'est-ce qu'on a aussi? On a Everypedia, donc une encyclopédie online qui veut quoi? Ben, au lieu d'aller développer leur DApp sur Ethereum, ils ont choisi de le faire quoi? Ben, sur EOS. Donc là, encore une fois, ben, le choix. Ben, pourquoi? Ben, comme ils disent, ils ont commencé à donner pas mal de choses. Ben, pour eux, c'est quoi? Compliqué de le faire sur Ethereum, problème de mise à l'échelle, et maintenant, ben, quoi, on est beaucoup plus attiré parce que en train de nous proposer EOS. Donc là, c'est un bon problème. C'est quelque chose de bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ici, comme on dit, pay attention to Peter Thiel. Rappelez-vous ce que j'ai toujours dit, ici, on suit l'argent. Et Peter Thiel, c'est pas un petit nom. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas un petit nom. Donc, quand cette personne-là, elle rentre quelque part, c'est quelque chose de clé. Rappelez-vous, on va revenir en arrière. Rappelez-vous ce que je vous ai montré dans mon petit exemple. Attendez, hein, on va aller où? On va aller à la feuille blanche. Parce que comme ça, on va voir ça avec beaucoup plus de clarité. Voilà.
Rappelez-vous ce que je vous ai dit lorsqu'on est en train de regarder les fondamentaux. Enfin, moi, j'ai 3 points toujours que je regarde. Je regarde la technologie. Ils en sont où dans leur tech, donc leur plateforme, leur blockchain, ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est viable? Est-ce que réellement ça va apporter une solution? Est-ce qu'il y aura une demande par rapport à ce qu'ils sont en train de faire? Donc, quand je dis tech, c'est tech avec le projet, hein. Ensuite, au niveau de ça, je regarde l'équipe. Très important. Rappelez-vous, si vous avez un véhicule de Formule 1, je vous le dis, ne me mettez pas moi au volant. Mettez Hamilton ou Alonso. L'équipe, donc ça, l'équipe technique, des CIO, CFO, enfin tout ce que vous avez vu. Donc une équipe All-Star qui a vraiment un véritable background, des gens qui, voilà, imaginez-vous, bah, s'il y a un véhicule, on a une écurie. Donc lorsqu'on vient là pour changer les pneus, il nous faut une bonne écurie, une bonne équipe technique, une bonne équipe, il faut une équipe solide. Donc ça c'est ce qu'il faut. Il faut que ce soit vraiment une équipe une équipe 5 étoiles, hein, donc une équipe de All-Star. Vous voyez, une équipe Champions League. Ok? Donc ça c'est ce qu'il nous faut. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Bien évidemment, le dernier point, le point qui est super important, c'est l'argent. Quand je parle des investors, je parle de l'argent. Maintenant, on est dans EOS. EOS, au niveau du projet, qu'est-ce qu'on a eu? On va revenir un peu en arrière. On a eu la mainnet. Lancement, c'était coup-ci, coup-ça, on va dire. Ok? Problématique, problème de gouvernance, ainsi de tout ça, ben quoi? Ça s'est arrangé. Ça, c'est au niveau de la tech et du projet. Le projet, on va dire super good. Ce qu'ils sont en train de faire, very, very good. Au niveau tech, ils ont eu des problèmes au niveau de la mainnet, création des blocs, les blocs producers, voter, enfin tout cet épisode on a couvert ici. Donc c'est que ça c'était coup-ci coup-ça. Maintenant c'est passé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait après? L'équipe, ils ont une magnifique équipe. Blomer comme CEO et les personnes qui travaillent avec eux, le CTO, donc Dan Larimer, et ainsi de suite, une très grosse équipe. Ils ont changé quoi maintenant? Au niveau de l'équipe, ils ont changé juste quelque chose, c'était quoi? La gouvernance. Et ils sont passés de quoi? D'un modèle centralisé, d'un modèle d'ici décentralisé. Maintenant, ils ont switché vers un modèle centralisé. Et on savait quoi? Ben maintenant, tout continuait à aller de l'avant. C'est-à-dire que le projet a repris de sa superbe. Au niveau tech, eh ben, ils ont recommencé à bosser. Tout est OK. On a eu des petits problèmes de RAM, problèmes de block producers, problèmes de ci, de ça. Boum, c'est fait. Le DPoS, ainsi de suite, on a tout bien pu faire. On a notre mainnet, on a tout. Le swap des tokens a été fait. Maintenant, on doit commencer à avancer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dernière phase, rappelez-vous, on l'a vu ici à travers Crunchbase. Block One, la compagnie a commencé à recevoir des sous. Ils ont reçu des sous de Bitmain, ils ont reçu des sous de Peter Thiel, il y a eu Mike Novogratz aussi qui était dessus, et encore d'autres personnes. Voilà, maintenant, vous voyez que quoi? Une fois qu'ils ont réglé ces problèmes-là, donc les problèmes d'équipe ont été réglés, la tech et le projet ils se sont remis à retravailler directement après le lancement de leur mainnet. Qu'est-ce qu'on a vu directement dans le mois qui a suivi? Des investisseurs qui sont rentrés. Rappelez-vous que l'argent est factuel. Et quand on regarde ça dans Crunchbase, il y a eu tellement d'argent qui est rentré qu'on n'a pas voulu mettre, les sommes qui ont été mises. Mais attendez, on va faire un truc. Vu que moi j'aime bien rester dans le factuel, donc on va prendre cette page et on va la regarder ici tous ensemble. Un instant, hein. Donc je cherche ça. Attendez. Voilà, là on a la compagnie, hein. On va regarder ça. Voilà, on va mettre ça ici. On a la compagnie Block One. On voit Patti Bata, tout ce qu'elle a fait. On voit le CEO, Brendan Blumer, ainsi de suite, toutes les personnes qui sont là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a eu le 16 juillet. Donc rappelez-vous, c'était au mois de juin qu'ils ont fait leur lancement, le swap de la mainnet, ainsi de suite. Et on voit que le 16 juillet, une fois que tout ça a fait quoi? Ils ont eu un corporate round ici avec 4 investisseurs. Et voilà, corporate round ici. Alan Howard, Peter Thiel, Bitmain, Louis Bacon, et il y a encore Mike Novogratz aussi qui est dedans. Donc ça, ici, on voit les dates, hein. Donc là, on voit exactement ce qui s'est passé ici à ce niveau-là. Donc vous voyez que là, ce sont des noms et des personnes qui sont rentrées. Et ce n'est pas des moindres. Donc là, vous voyez quoi? Il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. Donc rappelez-vous, hein, lorsque nous, on est en train de regarder ce que nous, on est en train de faire, c'est-à-dire quoi? Au niveau de l'analyse fondamentale, rappelez-vous, on va repasser ça en revue, hein. Donc rappelez-vous, on a quoi? La technologie et tout ce qui est le projet, c'est un point. L'équipe, deuxième point. Et ensuite, le dernier point, c'est quoi? Money. Et ici, vous voyez que l'argent est là et l'argent fait quoi? Boum. Vous voyez que là, ce n'est pas des petits noms. Regardez tout simplement dans quoi sont investies ces personnes. Regardez le nombre de capital que ces personnes-là mettent. Et là, voilà, on a ça. Ouais. Donc ça, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Quand moi, je suis en train de voir ça, j'ai dit, OK, maintenant, EOS, ça, je peux cocher. C'est OK. L'équipe, OK, tout va bien. Maintenant, Money, c'est là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Pour du long terme, on voit que EOS va faire ça. Maintenant, nous, on est là. Maintenant, de regarder, tiens, quelle est sa situation. Maintenant, je vais aux techniques. Maintenant, je regarde, j'évalue. J'ai un money management. Je vais dire quoi? Combien d'argent je vais allouer ici? Et les stratégies, comment? Est-ce qu'on peut encore continuer à baisser plus bas malgré tout ça? Oui. Donc là, je vais être réaliste par rapport à ça. Je vais regarder où sont les risques par rapport à mon capital. Moi, je ne suis pas Peter Thiel. Je n'ai pas des centaines de milliards.
Ouais. Donc moi, c'est quoi? Quand je regarde les choses, c'est pas en étant pessimiste, c'est quoi? C'est du risque pour mon capital. La mission numéro un, et ça je vais le noter ici en grand, et ça écrivez-le, donc gravez-le vous dans votre tête, euh, c'est le CP. CP, ça c'est la règle numéro un. Ça veut dire quoi? Capital Preservation. Donc préservation du capital. Règle numéro un. Qu'est-ce que ça veut dire? Les personnes qui donnent de l'argent à Peter Thiel pour investir, donner de l'argent à hedge fund, donner de l'argent à money management, ainsi de suite. Si je donnais 1 million, je veux revenir, je lui ai donné 1 million en 2018, je veux revenir en 2019, et je dois avoir quoi? Je dois avoir 1 million plus. Si je reviens en 2019 et que j'ai moins qu'un million, ce portfolio manager-là, je prends mon argent et je pars. Pourquoi? La règle numéro un, c'est capital preservation. Donc si je veux préserver mon capital numéro un, c'est pas regarder les gains que je peux faire, mais c'est d'abord regarder les risques, ils sont où. Donc la préservation du capital, première, son impératif c'est quoi? Elle va épouser, elle a un mariage à vie, on ne divorce jamais du risk management. Parce que j'ai 1 million, je ne veux pas me retrouver avec 900 et des poussières. Non, pas bien comme investisseur. Si j'ai 1 million, je veux avoir plus. Ok? En 2019 et ainsi de suite et tout ça. Si maintenant, comme je dis bien, là où dans ce que je suis en train d'investir, il y a une stratégie qui fait que je vais commencer à rentrer petit à petit, ainsi de suite, eh ben oui, là si je reviens là et qu'on a une stratégie, on va dire pour dans 5 ans, eh ben voilà, dans 5 ans, je vais commencer à avoir des retours, mais ça doit être validé, ça doit être viable au niveau d'une stratégie qui est réellement viable. Il doit y avoir une thèse qui soutient ça, donc une recherche qui soutient cela. Ouais. Mais premièrement, on pense là au risque, donc c'est-à-dire gestion du capital, préservation du capital. Et c'est pour ça aussi qu'on va jamais mettre 1 million directement comme ça dans IOS. On va dire, bah tiens, on va commencer par un 10%. Donc 10% d'un million, ça fait 100 000. Et dans ces 100 000, on va se dire, bah tiens, on va rentrer par tranche. Donc là, c'est la théorie de donne la papate. Bien, mon chien. Va chercher assis, debout, et ainsi de suite. Et ça peut être des tranches de 10 000, 10 000, 10 000, ainsi de suite. Ça, c'est la première phase, phase 1. Phase 1, on attend quoi? On attend d'avoir un retour sur ces 100 000. Donc récupérer ces 100 000 et qu'on ait 1 million plus. Après, on passe à la phase 2. On réévalue notre stratégie. Ben, tiens, maintenant, on repasse systématiquement à refaire la même chose. Technique et projet. L'équipe, ils en sont où? Et est-ce qu'il y a de l'argent en plus de Peter Thiel? Ou est-ce que Peter Thiel a remis encore plus de milliards? Ouais, c'est ça la question. Et si on voit ça, on dit, bah ok, on va redonner, on va allouer encore un peu plus de capital. Et on avance au fur et à mesure. Ouais. Donc on ne fait pas les choses au hasard. Sachez-le. Ouais, on ne fait pas les choses au hasard. Donc là, vous le voyez. Donc là, une fois qu'on voit ça, et vous voyez ici, quand ils ont eu leur ICO, ainsi de suite, ils ont réussi à finir cela avec 4 milliards. Mais non, il y a tellement d'argent qui est rentré dedans, même avant, ils avaient déjà de l'argent. Donc rappelez-vous, la compagnie Blockon avait déjà de l'argent, parce qu'il faut connaître ce jeune homme ici, ce Brendan Blumer, c'est pas n'importe qui. Donc ils avaient déjà de l'argent, mais la ICO leur a rapporté au total 4 milliards. Maintenant, c'est quoi? Ben, il y a de l'argent qui est rentré, et on ne sait pas c'est combien. Mais c'est pas un peu d'argent. C'est beaucoup d'argent qui est rentré ici. Ok? Donc là, c'est ultra, ultra important de savoir cela et de voir cela. Et bien maintenant, c'est quoi maintenant? On va continuer à... Voilà, on va continuer ici à aller de l'avant ici et voir ce qui est en train de se passer. Donc ici, on va continuer avec IOS et continuer à suivre la compagnie. Et maintenant, vous voyez qu'on revient ici sur cet article avec que j'ai ouvert une grosse parenthèse. Ici, c'est quoi? Lorsqu'on voit des personnes comme ça qui rentrent, rappelez-vous que le capital est factuel. Nous, on s'en fout de ce qu'il y a. On suit l'argent. Vous voyez, lui, il a mis de l'argent, vous voyez ce qu'il a mis dans Facebook. Voilà, maintenant, on voit Facebook est où? Dans des compagnies comme SpaceX, de son très bon ami de la PayPal Mafia, Elon Musk, Airbnb, tout ça, il est dedans. Stripe, moreover, il est dans pas mal de compagnies. Ouais. Il n'est pas le seul à rentrer dedans, il y en a aussi pas mal d'autres qui rentrent. Ils sont là, ils sont super, super haussiers ici. Et donc, c'est très, très, très important de voir comment ils sont en train de rentrer dedans et comment ils sont en train d'aller de l'avant. Ouais. Et comme on dit, voilà, il n'est pas tout seul. Hein. Donc il y a lui, il y a Mike Novogratz, Bitmain, Moore Capital, tout ce qu'on vient de voir qui viennent de rentrer dedans. Vous voyez, allocation du capital qui sont en train de mettre dedans. Donc là, il faut savoir pourquoi est-ce qu'ils sont en train de rentrer là-dedans. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de mettre de l'argent exactement? Qu'est-ce qu'ils sont en train de voir et ainsi de suite? Pourquoi maintenant ils rentrent dans cette plateforme? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc cet article est super, super intéressant. Et ça, c'est quelque chose de, comment dirais-je, de clé. Maintenant, la chose étant, c'est quoi? C'est que lorsque vous voyez ici, dans cette baisse, dans cette phase de baisse, ici l'auteur d'article termine avec ça. Hein. Il dit que maintenant on voit des institutions et des investisseurs accrédités qui sont en train de rentrer. Donc il y a de plus en plus de participation de ces gens-là. Maintenant, lorsque vous regardez le prix, il dit mais ces gens ils sont dingues. Pourquoi est-ce qu'ils rentrent dans la baisse? Parce qu'ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Eux, ils évaluent les choses de manière fondamentale pour regarder ça va être où d'ici X temps. Donc là maintenant pour eux c'est un moment clé pour pouvoir rentrer et ils rentrent là à un moment clé. C'est les premiers qui sont là en train de rentrer, en train de prendre du risque et c'est les premiers qui vont récolter les bénéfices. Maintenant, revenons ici à IOS et qu'est-ce que l'on voit maintenant au niveau du prix? Là, on est en moyenne mobile de 52 semaines.
Donc ça, c'est le graphique d'aujourd'hui, hein, donc du 13. On voit qu'on est toujours en sous-évaluation. Rappelez-vous, la semaine passée, on parlait de quoi? Moyenne mobile de 52 semaines. Est-ce qu'on peut aller en dessous? Vous voyez qu'on était ici aussi, on avait ce niveau de support ici, hein, donc les 6,50. Si on était en dessous des 6,50, chose que l'on a vu ici, est-ce qu'on va pouvoir atteindre les 4 dollars et à partir d'ici réellement rebondir? Vous voyez que là déjà, il y avait déjà cette flèche ici qui nous montrait quoi? Le patron baissier qu'on allait faire. Ça, c'est ce que moi j'ai assumé. Donc une baisse ici, atteindre ce niveau-là, donc revenir dans cette zone ici au point A, là où on était, donc en zone de sous-évaluation, rebondir ici et recommencer à monter. Donc ça c'est un point. Et deuxième point, sinon c'est quoi? C'est atteindre le niveau des 2 dollars ici. Donc ça c'est ce qu'on a réellement, c'est ce que moi je voyais comme point. Maintenant, quoi? Ah bah tiens, ici je l'ai mis aussi. On était où la semaine passée? Rappelez-vous, semaine passée on parlait de quoi? On parlait de la moyenne mobile de 52 semaines. Nuage, attendez, on va mettre le prix ici, voilà, comme ça on a les prix avec. Nuage de moyenne mobile. Si on avait une continuité à cette bougie ici, et la bougie rouge, continue à aller plus bas, et on allait où exactement? Bah, vous voyez qu'on a atteint ici ce niveau ici des 4 dollars. Et là, on y est pour le moment. Ouais. Donc tout simplement, c'est quoi? Lorsqu'on voit ça, malgré les bonnes news, ainsi de suite, c'est quoi? Bah, nous, on continue à faire quoi? Bah, on continue réellement à être là, on continue à analyser, on continue à voir ce qu'il y a, et on garde les pieds sur terre. On voit quelles sont les éventualités. On avait un scénario. Comme vous voyez le scénario qui était ici, c'était quoi? D'avoir une continuité. Et ben, ce scénario-là, ben voilà, c'est le scénario qui a été, comment dirais-je, qui s'est matérialisé et on le voit. Ça, maintenant, c'est factuel. Maintenant, à partir d'ici, est-ce qu'on va rebondir ici, vu que ça, c'est un niveau puissant de support, rebondir ici pour remonter et remonter comme ça, ou est-ce qu'on va continuer à baisser plus bas et atteindre ce niveau-là? Oui, ça, c'est le next step. Vu que c'est pas, ça, c'est pas du pessimisme, ce sont des probabilités et on regarde ce qui se passe. Maintenant, par rapport à ça, quoi? Moi, j'étais déjà en train d'accumuler du IOS après, à partir du moment qu'il a baissé en dessous des 10 dollars. Maintenant, je vois qu'il continue à baisser. Nos 5 dollars, ben, il y a quoi? Il y a encore des ordres qui sont là. Donc maintenant, je vais réévaluer encore ce que j'ai et me dire, ouais, tiens, est-ce que maintenant que IOS a arrangé tous ces problèmes, vous voyez, à partir du lancement, et le lancement était ici, regardez comment il est tombé fortement, est-ce que maintenant, ben, c'est le moment réellement de revenir? Mais maintenant, c'est quoi? Ben, je refais toute mon analyse. J'oublie tout ce que j'ai fait avant, je reprends mon système à zéro et je regarde point par point. Et je dois recocher. Donc je dois me reconvaincre moi-même de libérer du capital par rapport à ça. Il n'y a aucune émotion ici. Mes émotions, je les laisse, elles sont ailleurs. Elles sont dans ma garde-robe. Ici, lorsque moi je suis ici, je pense à mon capital. Rappelez-vous, ma règle numéro un, moi, c'est quoi? C'est la préservation de mon capital. Donc si je veux le préserver, je dois d'abord regarder où sont les risques. Et le potentiel haussier, il se trouvera tout seul. C'est en ayant le risque sous contrôle que l'on gagne. Pourquoi? Ben, dès qu'on voit qu'il y a des risques, on va limiter la casse. Oui, mais la plupart des personnes, même pas la plupart des personnes, la grande majorité des personnes, à travers les fausses prophéties qui circulent ici, on ne pense qu'au gain. Mais on a oublié les risques. Après, ah bah tiens, mais on m'avait pas dit ça. Bah oui, t'as pas lu. On t'a dit ici que oui, si se passe ça, il peut y arriver ceci. Et qu'il y a un haut pourcentage, comment dirais-je, que ben, ce qu'on t'a promis, que ça n'arrive pas. Donc c'est à toi d'être à ce niveau-là. Ok? Donc c'est à toi, c'est toi qui dois préserver ton capital. Comme je dis lors de chaque vidéo, ton capital, c'est ta responsabilité. C'est pas la mienne, c'est pas la faute du IOS. Quand tu perds, ils vont pas t'envoyer une lettre pour dire ah bah tiens t'as perdu, tiens un dédommagement. Non, t'as perdu, t'as accepté les règles du jeu. Donc c'est à toi à préserver ton capital. Et ça c'est après on doit laisser. De toute façon, comme je dis toujours, la réalité elle est là. La réalité après c'est quoi? C'est qui perd, qui rentre dans son compte Kraken ou qui regarde son wallet et qui est à zéro. C'est ceux qui ne font pas attention à ce genre de choses là. Et rappelez-vous que systématiquement les pros ils répètent systématiquement les mêmes choses. Il n'y a rien de nouveau ici. On refait systématiquement les mêmes choses. Ok? Donc, voilà. Maintenant, continuons. On va faire les deux dernières cryptos. Donc, on a le Neo. Neo, qu'est-ce qu'on voit? Ben, Neo, aussi à fort potentiel dans cette catégorie ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, Neo a pas mal de problèmes. Donc, vous voyez que le prix était super haut, dans les 162 dollars comme on a vu au début. Et maintenant, bah, regardez où le prix est tombé. Donc, maintenant, bah, il y a pas mal de choses. Et comme l'auteur d'article le souligne bien ici, bah, ce struggle, donc ce problème, c'est pas fini pour Neo. Ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer. Et là, réellement, il faut réellement que Neo revienne et que Neo se relève. Donc là, les prix sont là. Ici, il y a un magnifique article qu'on m'avait partagé. Je crois que c'est Nadi qui m'a partagé ça. Et ici, le truc qui est quoi? Bah, le problème, c'est que c'est en chinois. J'ai tenté de le traduire, mais la traduction que j'ai, elle n'était pas magnifique. Et c'est quoi? Par rapport au prix, on a demandé des comptes à Dao Feng, donc qui est le créateur, l'un des fondateurs de Neo, et qui puisse répondre par rapport à cela. Donc il dit, bah tiens, pourquoi est-ce que le prix est là? Quand est-ce que le prix va revenir? Il y a beaucoup de gens qui sont investis dedans. Et beaucoup de gens sont rentrés aussi dans les super hauts. Donc lorsque vous voyez les super hauts, et maintenant vous êtes dans les super bas, bah, vous dites, ah bah tiens, bah, qu'est-ce qui se passe? Donc on demande des comptes. Ouais.
Donc ça, c'est ça aussi. Quand on rentre au mauvais moment, voilà ce qui est en train d'arriver. Donc vous voyez qu'il faut bien savoir réévaluer ce qu'on est en train de faire. Donc ça, je ne sais pas comment est-ce que ces personnes sont rentrées, mais bon voilà, dommage. L'article est ici, j'ai tenté de le traduire, mais la traduction réellement n'était pas convaincante, n'était pas au point. Donc si une personne a une solution par rapport à ça, faites-le moi savoir. Comme ça, je suis sûr que je pourrais avoir une bonne traduction et on pourrait le partager ici directement en français. Mais c'était magnifique cela. Maintenant, qu'est-ce que l'on a? Oui, aussi un point qui était clé dans ce que j'ai vu, donc ce qui a pu être traduit, donc ce que j'ai pu extraire. Donc là, je vous dis bien, ne me prenez pas, ne croyez pas à 100% ce que je suis en train de vous dire, c'est par rapport à ce que j'ai pu extraire de la traduction. C'est qu'on a posé des questions à Dao Feng au sujet de Néo et d'ontologie. Rappelez-vous que lorsque moi, je les ai rencontrés, j'ai rencontré l'équipe ici. Donc il y avait les trois, donc il y a Dao Feng et deux autres personnes qui ont fondé Néo. Dao Feng n'était pas là, il allait rejoindre l'équipe en Suisse, donc il n'a pas fait le passage par Madrid, il s'est directement après retrouvé l'équipe en Hollande et en Suisse, où il faisait Madrid, Amsterdam ou Rotterdam et ensuite Zurich ou Genève, soit. Et la chose c'était quoi? Ils ont présenté l'équipe d'ontologie aussi qui était là. Et donc l'équipe d'ontologie a parlé de ce qu'ils sont en train de faire. Et là, comme je l'avais dit dans la vidéo que j'ai faite, j'ai vu il y a énormément d'engouement pour Neo au sujet d'ontologie. Pour eux, vous voyez, c'est un peu comme vous voyez, Ethereum qui a Omisego maintenant. Et Autonomy, bien évidemment, c'était créé sur la blockchain de Neo, mais c'est comme si c'était un Neo 2.0. Et là, il y avait énormément d'engouement. C'est un truc qui nous a laissé perplexes. Ils croient fortement en ontologie. Ils sont en train de déployer beaucoup de ressources dans ontologie. Et dans des questions que pas mal de membres de l'équipe ont posées, il y a eu un gros problème ici de conflit d'intérêts. Vu qu'ici, il y a des questions qui ont été posées à Dao Feng pour leur dire, tiens, comment ça se fait que tu as tant d'intérêt, qu'on ne vous a pas vu, on vous a vu continuer à développer Neo, il y a toute une communauté qui est en train de développer Neo, mais ce qu'on s'attendait de Dao Feng, de la part de Dao Feng, c'est qu'il soit beaucoup plus impliqué dans Neo, mais on a vu que son implication était beaucoup plus dans l'ontologie. Et là, maintenant, on est en train de parler de conflit d'intérêts. Pourquoi? Parce qu'on aurait vu qu'il aurait des grosses participations, des grosses parts d'ontologie, ainsi de suite, et que le développement d'ontologie est, meilleur que le développement de Neo. Donc là, il y a pas mal de problèmes à ce niveau-là. Rappelez-vous que là, on n'est pas au sein de l'équipe. Là, ils ne sont pas encore revenus directement. Ils nous ont promis qu'ils vont passer périodiquement, au moins une fois par tous les 6 mois ou tous les 3 mois ici à Madrid. Donc la prochaine fois qu'ils viennent, vu qu'il y a une équipe de développeurs qui est basée ici, on aura l'occasion de pouvoir leur poser des questions. Et si Dao Feng est là directement, voilà, moi j'y serai et je filmerai l'événement et ainsi de suite, voir ce qu'ils ont à dire par rapport à ça. Vu qu'ici, il y a des problèmes internes et nous, on n'est pas à l'intérieur. On ne sait pas réellement ce qui est en train de se passer. Ça, c'est ce qui a filtré. Et donc là, vous voyez qu'il y a pas mal de choses ici auxquelles on a demandé de répondre par rapport à ça. Un peu, c'est comme s'il était en train de délaisser Neo. Enfin, que ça continue à se développer, mais que maintenant, on va dire que que la force et les ressources sont mises dans l'ontologie. Et on le voit. Vous voyez qu'il y a de plus en plus d'engouement au niveau de l'ontologie, ainsi de suite, tout ça, a pas mal de ressources. Et Neo, voilà. Ça reste un bon projet, mais ça, c'est quelque chose à avoir en compte. Rappelez-vous, on n'a pas toute l'information ici. Ça, c'est ce qui a filtré, c'est ce que l'on voit. Et on se dit, tiens, ici, voilà, les personnes le regardent, le voient, et on voit quoi? On voit ça à travers le prix. Vous voyez que c'est pareil aussi pour un Neo.ios, mais rappelez-vous les émotions des investisseurs. Lorsqu'une personne a investi et qu'elle voit ses investissements tomber, j'étais rentré à 100 $, maintenant je suis en dessous des 20 $, c'est énorme. Ouais, ou j'étais rentré à 150 ou 100, maintenant je suis à 20 $, c'est énorme. Vous voyez, donc c'est ça. Donc vous devez pouvoir être indépendant dans votre prise de décision, savoir comment réévaluer les positions et réellement comment est-ce que vous allez commencer à intervenir dedans. Et si, de toute façon, si vous n'avez pas l'habilité de shorter, c'est un gros problème ça aussi. Ouais, pour pouvoir capitaliser aussi durant cette baisse. Et ne pas forcer à vendre à perte. Pouvoir rééquilibrer. Rappelez-vous, la chose numéro 1, c'est le CP. Enfin, ici en français, ce serait le PC. La préservation du capital. Très, très, très important. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir ici? Neo Gaming, il y a quand même toujours cette initiative maintenant. Et il y a comme toujours de l'initiative, excusez-moi, dans l'écosystème. Et c'est quoi maintenant? C'est de développer tout ce qui est gaming. Donc là maintenant, ils ont mis quoi? Ils ont mis sur pied le NEL, qu'on voit ici. Donc c'est quoi? Un incubateur pour tout ce qui est quoi? Développer des jeux, donc des games, donc du gaming sur la plateforme blockchain de Neo. Que le gaming, c'est toujours une manière intéressante de venir et commencer à développer des choses. Regardez bien, dans Ethereum, c'est quoi qui a fait le plus fureur? C'était les games. Ça a commencé par ça. Donc là, commencer par le gaming et pouvoir, permettre à des développeurs de venir et développer des jeux sur base de quoi? À travers la plateforme Neo, ça va être toujours quelque chose de super intéressant et ça va nous donner quoi? Des cas d'utilité. Vu qu'il y a beaucoup de gamers, comme on l'a vu avec Ethereum, ça va congestionner, on espère que ça ne va pas congestionner la plateforme, mais les gamers sont actifs. Donc s'ils sont actifs, ça va stresser les capacités
et ça va pousser toujours quoi d'aller plus loin au niveau des performances, de voir les limites de cette blockchain. Donc ça c'est quelque chose de super super intéressant. Alors maintenant, on va finir ici avec quoi? L'analyse technique du NEO. Donc là, c'est le graphique d'aujourd'hui du 13. Et on a aussi inclus le graphique de la semaine passée. Ben, voyons où on était. Vous voyez que là, maintenant, on vient d'atteindre quoi? Ben, les 20 $, on est en dessous. Vous voyez que là, c'est un niveau auquel c'était un des scénarios, une des probabilités que l'on avait. Vous voyez que le niveau qu'on a atteint ici, vous voyez bien que c'était un niveau de support ici. Donc, vous voyez ici, on a la petite flèche verte. Et là, elle était déjà là la semaine passée. Donc, vous voyez qu'on a atteint ce niveau-là, toujours en zone de sous-évaluation. Et maintenant, on peut encore aller plus loin. Pourquoi? On a une convergence ici. Et maintenant, c'est quoi? On va voir. Est-ce qu'on va se maintenir ici ou est-ce qu'on va faire demi-tour là? Vous voyez qu'on est quand même légèrement éloigné des moyennes mobiles. On a un gros nuage de moyennes mobiles ici. 52 semaines est là. Donc, on ne peut pas être haussier tant qu'on n'est pas au-dessus de celle de 52 semaines. Donc, c'est réellement au-dessus des 60. Et elle va être là de 60, 40, 20. Donc, c'est quand même exactement, on est bien plus bas. Hein. Donc, on est vraiment, on est à un tiers d'où on devrait être. Donc, c'est vraiment 2 tiers à la baisse ici. Donc, ça, c'est quand même énorme. Et maintenant, on va comparer ça par rapport au niveau qu'on avait la semaine passée. Voilà, la semaine passée, on était ici. Oui, les 26. Et là, maintenant, on est beaucoup plus bas. Donc, on voit qu'un des scénarios qu'on avait, c'était quoi? Il était fort probable qu'on continue à baisser, qu'on ait une continuité à cette bougie. Donc là, regardez l'émission de la semaine passée, j'avais commenté cela en long et en large. Et là, maintenant, voilà, ça s'est matérialisé, on y est. Donc, on voit que là, ici, c'est quoi? Cette baisse, comment dirais-je, avec tous les soucis que rencontre Neo pour le moment, continue à être bas. Alors, imaginez-vous, on n'est plus réellement à cette zone ici de super haut. Donc là, maintenant, c'est quoi? Il va falloir beaucoup d'énergie, donc beaucoup de capital, que ça monte fortement, qu'on récupère la confiance dans Neo, que Neo nous montre que oui, il mérite notre capital afin que l'on remonte réellement à ce niveau-là. Et comme je dis, si vous étiez investi et sans la capacité de pouvoir shorter ici, problématique. Ok? Alors maintenant, on continue ici avec le Cardano. Oui, si on a donné un dernier point ici, qu'est-ce que l'on a? Oui, là, lorsque moi je vois ça, on a déjà atteint le niveau des 20, qui était le niveau clé que l'on voyait ici. Maintenant, est-ce qu'on peut encore aller plus bas? C'est toujours possible. Là, et maintenant ici, on a un pointeur. Et ce pointeur, ce serait quoi? Ce serait plus ou moins la zone des 15. Donc maintenant, est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on peut atteindre la zone des 15 $? Ce serait les 15 $ et ensuite les 10 $. Ouais, donnons-nous des tranches de 5 $ ici. Donc voyons voir si on va pouvoir atteindre la zone des 15 $ et si ou non rebondir à partir de ce qu'on en voit là. Mais comme on voit dans tout l'écosystème crypto, on est encore bien baissier. D'ici au mois novembre-décembre, voilà. Et surtout, par rapport à ça, non, je ferai une autre vidéo dans laquelle je reviendrai dessus, vu que dans l'article IOS dans lequel on donne l'opinion de Peter Thiel, enfin, d'où on parle de Peter Thiel, il y a quelques points qu'ils ont énoncés, mais qu'ils ont juste caressé. Je ferai une vidéo particulière par rapport à ça, vu qu'il y a un magnifique commentaire qui avait été posé, qui a été partagé par Mediabolic, et j'ai beaucoup aimé l'article que tu as partagé, et je ferai une vidéo spé par rapport à ça, vu que c'est en relation avec ce qu'on a vu au niveau du IOS, et en relation avec ce que je vous disais au niveau de quoi, de regarder ce dans quoi on est investi, et bien évidemment, un gros côté, comme je dis au début de vidéo, que les 95, même les 99% des personnes qui sont dans l'écosystème crypto au niveau des particuliers ignorent. C'est cet aspect, comment dirais-je, perturber déjà l'ordre établi, passer dans un nouveau paradigme, et bien évidemment quoi, c'est l'aspect économique. Et surtout macroéconomique, que beaucoup ignorent. Beaucoup sont là pour tenter de trouver le prochain Bitcoin. Donc la prochaine coin dans laquelle je vais rentrer dedans à moins $1 ou en fraction de cents, qui va arriver aux 20 000. Donc là, c'est vraiment avoir un ticket de loterie. Et ça, c'est vraiment pas ça. Et comme vous l'avez vu, les investisseurs accrédités font tout le contraire. Donc là, dans cet article, il y avait pas mal de points, mais j'ai bien aimé comment ça avait été exprimé, comment ça a été exposé. Et donc, on reviendra dessus. Donc, un grand merci à toi, Mediabolic. Et on y reviendra dans une vidéo, probablement après celle-ci, j'en ferai une spé si j'ai le temps. Ok, aujourd'hui ou bien au courant de la semaine. Maintenant, terminons ici avec le Cardano. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que Charles Hoskinson, maintenant, déjà il est de retour. Hein, donc il a fait une vidéo dans laquelle il est intervenu, dans laquelle il parle de pas mal de choses. Et il donne pas mal de perspectives. Donc il y a pas mal de points clés, surtout au niveau du développement du Cardano. Il parlait de toute la crypto-économie et tout ce qui va avec. Et on a vu aussi que il y a encore quelques débats. Comment dirais-je? J'aime pas trop ce genre de choses. Hein, genre de telenovelas. Dispute entre, enfin même pas dispute, mais je trouve qu'on n'a pas besoin de ça, entre lui et Vitalik Buterin à travers, tiens, qu'est-ce qui est meilleur entre Cardano et ADA. Ici on est dans le capitalisme, ici c'est le capital qui va décider lequel d'entre vous est bon. Ouais, et peu importe, les deux sont bons, mais ouais, comme un peu les petites guéguerres qu'on avait entre Bitcoin et Bitcoin Cash, on n'a pas besoin de ça.
Et donc là, ben voilà, donc là c'était la petite note négative, mais bon voilà, ici nous on va se focaliser sur ce qui nous intéresse, donc là c'est les avancements dans les cryptos dans lesquels on est investi, je suis investi dans le Cardano, donc je dois savoir ce qui se passe, et donc là voilà, il parle ici des cryptos et que les cryptos vont nous amener dans une quoi, dans une économie future alternative. Donc c'est ça. Rappelez-vous qu'il y a un aspect économique dans tout ce qui est crypto. Certaines cryptos qui sont au niveau du paiement, qui vont venir directement défier les devises, enfin les monnaies fiat. Mais d'un autre côté aussi, les cryptos et les blockchains, elles amènent une autre manière d'être en interaction dans l'économie entre les deux parties, entre les vendeurs et les acheteurs, entre la manière de payer pour des biens et des services. Donc ça va changer le business model, donc ça va perturber l'ordre établi. Et donc là, bien évidemment, on va plus payer pour des biens et des services de la même manière, on va plus transférer des valeurs de la même manière, on ne va plus stocker des valeurs de la même manière. Il y a des manières alternatives. Et ça, c'est ce qui nous ont amené les cryptos et le blockchain. Donc ça, il revient sur pas mal de ces points-là. Donc toujours super, super intelligent ce personnage. Donc là, c'est magnifique. Et maintenant, ici, il y a une news qui est clé ici. Et j'aime bien cette news. Pourquoi? Parce que ça nous parle du Cardano qui devient de plus en plus fort dans ce marché en baisse. Donc, malgré que le marché est en train de baisser, c'est là que Cardano devient de plus en plus fort. Vous voyez ça, comme je dis, même pas comme je dis, hein, c'est la théorie du phénix. Vous allez comprendre la théorie du phénix, c'est quoi? Je vais tenter de vous l'expliquer ici rapidement. Pour le moment, nous, on voit ça dans le marché. Ouais, on voit un marché, on va dire que ça va de 20 000 à 0. Ok? Nous, on va dire qu'on est quelque part ici aux alentours des 6 000. La chose étant, c'est quoi? C'est que dans cette baisse, rappelez-vous, hein, si on remonte en arrière, beaucoup de personnes disent que cette baisse, elle est nécessaire, elle est bien. Pourquoi? Parce que ça va purger les choses. Pourquoi ça va purger les choses? C'est au fur et à mesure qu'on commence à baisser, que dans cette baisse-ci, il y a des projets qui vont arriver à un stade de sève. Donc c'est quoi? Sous-évaluation. Pourquoi? Le prix va continuer à tomber, mais la valeur fondamentale du projet est en train de monter. Ouais. Et ça, c'est une chose que beaucoup de projets ne peuvent pas faire. Beaucoup de projets vont être éliminés. Pourquoi? Parce que dans cette baisse des prix, on voit une grosse purge. Mais c'est ici maintenant qu'il y a des grands noms qui vont commencer à se faire. C'est ici que maintenant, les investisseurs vont commencer à regarder quels sont les grands noms qui sortent du lot. Donc ceux qui vont avoir une valeur fondamentale qui va monter. Qu'est-ce que ça veut dire? Arriver à un certain point dans le futur, il y aura un point en bas où on va dire, tiens, ici on arrête. Et à partir d'ici, on pivote, on remonte à la hausse. Mais seuls ceux qui avaient réellement... qui étaient, on va dire, qui avaient une grande valeur fondamentale et qui étaient sous-évalués, ce sont eux qui vont pouvoir se bénéficier d'une hausse. D'un côté, qu'est-ce qu'on a? On a le Bitcoin qui, bien évidemment, prend la mesure de tout ça. Ici, dans l'émission d'aujourd'hui, on a le EOS, on a l'Ethereum, et maintenant, on a le Cardano. Neo, on va le mettre avec un point d'interrogation, parce que Neo est super bon, mais Neo a pas mal de problèmes. Vous voyez? Pendant toute cette baisse ici, eux sont en train de se renforcer. Pourquoi? Parce qu'on voit quels sont les projets qui sont sérieux. Maintenant, on voit vraiment le génie des équipes. C'est ici, c'est dans la baisse que l'on voit ce qui est en train de se passer. Vous voyez, ça, c'est passé l'épreuve du feu. Et l'épreuve du feu, c'est quoi? C'est cette baisse dans le marché. C'est là maintenant on va voir, tiens, quels sont ceux réellement qui ont des tripes, quels sont les projets réellement qui ont vraiment quelque chose à nous offrir, qui vont vraiment ramener des solutions d'offres et qui vont vraiment pouvoir venir là et offrir quelque chose à tous ceux qui sont en train de demander des solutions. Et là, c'est quoi? C'est la puissance des fondamentaux qu'ils ont. Rappelez-vous, c'est les 3 points clés, on va dire les points clés les plus simples par lesquels il faut commencer. Donc là, la technologie, le projet, est-ce qu'ils ont une équipe solide? Est-ce que cette équipe continue à travailler, à développer des choses, ainsi de suite? Et est-ce que ce projet continue à attirer du capital? Donc là, vous voyez que maintenant, à ce niveau-là, il y a des projets forts par rapport à ça. Et on le voit. Vous voyez, dans le cas du Cardano, Cardano a une équipe. Donc la technologie, le projet est fort. L'équipe, elle est au top. Et il continue à tirer des projets. C'est-à-dire quoi? Il travaille avec Emurgo, qui est au Japon, qui continue à faire quoi? Des partenariats. Et on voit les bienfaits de cette crypto-là. Donc fondamentalement, elle est haussière dans un marché qui est baissier. Et c'est pour ça que quoi? Elle émerge. Vous voyez? Donc là, le marché est en train de tout incendier. Et seul les plus forts, comme je dis, c'est ma théorie du phénix, c'est une théorie que moi-même j'ai mise, enfin je me suis inventé ça tout seul, c'est ça, c'est que les projets qui vont être puissants vont réellement renaître de leur cendre. Et encore quoi, être encore beaucoup plus puissants. S'ils n'ont pas été détruits dans cette baisse et qu'ils ont su maintenir la tête hors de l'eau, donc se maintenir puissamment au niveau des fondamentaux, dans la prochaine montée, lorsqu'on aura trouvé réellement le fond du marché, ça va être les projets qui vont émerger. Pourquoi? Injection du capital. C'est le capital qui va faire monter le projet à la hausse. Et oui, que même maintenant dans cette baisse, comme vous avez avec du EOS, des gars comme Peter Thiel continuent à investir dedans. On a vu Bitmain qu'ils investissent dedans, maintenant dans la baisse. Donc ces gars-là ne sont pas fous.
Et rappelez-vous, ce sont des investisseurs institutionnels, ce sont des accrédités, ils sont sophistiqués dans leur manière d'évaluer les choses. Ils n'évaluent pas les choses sur base d'une discussion Telegram ou sur base d'une vidéo de 10 minutes ou sur base de tiens un article ou d'une émotion, bah tiens j'ai rêvé de Yos ici, ah bah tiens je vais être millionnaire, c'est le prochain Bitcoin, il est à 5, il va arriver à 20 000. Non, ça n'a rien à voir, ça c'est des bêtises, c'est n'importe quoi ça. Mais il y a un travail de recherche sérieux qui est fait. Donc ça, cet article, j'ai beaucoup aimé par rapport à ça parce que c'est ça que ça met en avant. Et c'est ce que Charles Hoskinson a toujours dit, que cette baisse pour lui, c'était du pain béni parce que c'est maintenant qu'on va voir les véritables projets. Ceux qui ont des véritables fondamentaux, ils n'ont rien, ils n'ont pas à s'en faire. Le capital est là, il est prêt. Comme il dit lui-même, il y a des trilliards qui sont là, qui sont prêts. Et ces trilliards-là vont rentrer dans les projets qui sont forts, dans les projets qui sont sous-évalués, mais avec un fort potentiel fondamental et qui est haussier. Parce que les investisseurs qui ont l'argent, ceux qui ont ces trilliards, c'est comme ça qu'ils regardent les choses. Ils voient ça, bah tiens, projection de l'économie dans 10 ans, croissance du PIB, toute cette blockchain et toutes ces cryptos, quel va être le rapport dans cette croissance du produit intérieur brut pour les 10 prochaines années, dans le prochain cycle. Très important à comprendre ça aussi. Donc là, ben, voilà ce qui lui l'amène, voilà quel est son point de vue. Et là, par rapport à ça, donc maintenant, il revient maintenant sur ce qu'ils ont fait. Donc c'est le Cardano 1.30, comparaison entre le Ouroboros et le Casper. Donc ouais, après, il y a eu un débat, il y a eu pas mal de tweets, des réponses entre lui et Vitalik Buterin. Je pense que c'est ici qu'il y avait cela. Voilà, ouais, ici, ouais, que là, les réponses, ainsi de suite, Vitalik Buterin qui dit que c'était pathétique, ainsi de suite, les comparaisons qu'il est en train de faire. Donc, ouais, il y a pas mal de choses. Ça, nous, on n'en a pas besoin. Moi, je veux voir les gars, ben, tant mieux. Si ça augmente le niveau de. Si ça va rendre l'équipe encore plus acharnée au travail et qu'ils vont continuer à développer des meilleurs des meilleures choses et que ça va renforcer les fondamentaux, tant mieux. Mais moi, j'ai pas le temps de lire leur petite guéguerre. Ouais, moi, je suis ici préoccupé dans quoi j'investis, où est le risque pour moi ici. Mais ouais, que ces deux projets restent là. Donc ouais, que là aussi, il faut arriver à faire la part des choses. Séparer les individus du projet qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est une guerre entre deux individus. Rappelez-vous, ils ont bossé tous les deux à Bitcoin, ils ont bossé tous les deux à Ethereum, ils ont pris des routes opposées. Donc nous, on ne rentre pas dans leur guerre, dans leur histoire de couple, on n'est pas dedans. Ouais, ils se sont divorcés, enfin soit leur petit divorce qu'ils ont eu entre eux, là on n'est pas dedans. Nous on est ici parce que Cardano est un bon projet, il y a moyen d'avoir un bon retour par rapport à cet investissement. Ça vient aussi perturber et changer pas mal de choses, ça va améliorer l'économie pour le bien. Bon voilà, ça c'est la grosse promesse du blockchain. Et Ethereum pareil, on a investi dedans et on veut avoir un retour sur investissement. Rappelez-vous, notre première règle c'est quoi? Si j'ai 1000 euros investis dedans, bah, je veux garder ces 1000 euros. Je veux avoir 1000 et plus, pas 1000 et moins. Ok, donc voilà, et maintenant on va finir avec ça. Ici c'est quoi? Bah, les cryptos à regarder pour l'horizon 2020. Et là-dedans on revient sur quoi? Bah, sur le Cardano, bah, par rapport à tout ce qu'on a vu, leur approche scientifique, éducative et tout ce qu'ils sont en train de faire, leur manière particulière de regarder le blockchain qui se différencie des autres blockchains, qui est en compétition aussi avec les autres, mais eux ils ont un autre point de vue et ils avancent lentement mais sûrement. Comme l'article le dit bien, le dernier article, dans toute cette baisse, ils continuent à avancer. Ils continuent comment dirais-je, à travailler avec beaucoup de sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que eux, ils n'annoncent pas des choses, ils ne mettent pas les choses en avant tant qu'il n'y a rien qui est fait au niveau, tant que tout n'est pas OK. Donc ça, on aime bien ce sérieux-là. Pourquoi? Parce qu'on sait que lorsqu'ils sont en train de bosser sur un truc, on sait que c'est lourd et que ça va être sérieux, que ça va être quelque chose de grand. Donc là, bah, ils n'ont pas la place qu'ils ont pour rien. Il n'y a pas du capital qui a été mis chez eux pour rien. Donc maintenant, c'est quoi? Il y a une grosse compétition ici. Rappelez-vous, le lundi, c'est une journée terrible. Et là, on le voit. Mais ici, horizon 2020, on voit que ça fait partie des cryptos qu'il faut regarder. Pourquoi? Déjà, numéro 1, oubliez cette partie-ci. Ouais, donc voilà. Si on regarde ça comme ça et qu'on voit le prix auquel elle est, est-ce que ça, par rapport à sa valeur, est-ce que c'est surévalué, sous-évalué? C'est ce que vous devez vous dire. Bah, tiens, ici, il y a un gros potentiel. On voit que quoi, ça va transformer l'économie de demain. Là, par rapport à ce que je suis en train de voir, bah, tiens, moi, par rapport à d'autres projets similaires qui sont peut-être beaucoup plus surévalués, donc qui ont d'autres prix, qui ont une autre offre, eh ben, moi, je vois le Cardano sous-évalué. Donc, Cardano, ici, bah, tiens, ça mérite des billes. Tout simplement, c'est ça. Maintenant, voir quoi? Bah, cette projection au-delà des années 2020, 2025, 2030, est-ce qu'ils seront là? Est-ce qu'ils vont réellement amener des solutions aux problèmes que l'on a aujourd'hui, aux problèmes économiques? Et qu'est-ce qu'ils viennent améliorer? C'est quoi leur solution ici? Ouais. Et donc là, par rapport à ça, c'est à vous après à évaluer la chose. Et ici, ben, comme on le voit, Cardano bas, ça atteint les niveaux ici des 11 cents. Donc on est vraiment sur la porte des 10 cents. Vous voyez, comme on le voit ici, c'est quoi? C'est sur ce niveau-là, ici. Là. Voilà. Vous voyez ici notre escalier haussier. Là, ici, zone de support en sous-évaluation. On est monté là. Maintenant, on est toujours dans le sell side. Mais on est toujours ici en allant de manière horizontale. Donc, on est dans un bloc ici. Vous voyez, on est sous un nuage de moyenne mobile.
Et pour le moment, on est là, on ne va nulle part. Donc maintenant, c'est quoi? On est toujours sur la menace de pouvoir voir les prix aller plus bas. Donc c'est quoi? Si on tombe réellement plus bas, vous voyez ici, on a un spread de 20 cents. Et nous, on dira quoi? Vous voyez 15 cents ici. Donc on va dire, si on tombe des 10 cents, est-ce qu'on va pouvoir atteindre les 5 cents? Donc c'est ça aussi. Il y a un risque ici. Il y a de fortes probabilités pour que le prix continue à baisser. Malgré tout le bien que l'on voit au niveau des fondamentaux. Donc ça, c'est une horizon de temps bien plus éloigné. Et donc, comme je dis encore une fois, si ici, vous n'êtes pas en train de shorter ici, problématique pour vous, vous n'allez pas pouvoir capitaliser là-dessus. Donc c'est ou vous accumulez, ou vous restez hors du marché, ou vous shortez. Ok? Donc voilà. Et tout ceci, comme vous savez bien, ça c'est même pas à prendre ou à laisser, c'est ce que c'est factuel, c'est comme ça. Il y a une différence entre ceux qui arrivent à capitaliser et ceux qui ne capitalisent pas. Tout simplement, c'est ça. Ok, donc voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Très agité, beaucoup de choses à voir. Il faut beaucoup d'énergie le lundi. On doit commencer la semaine comme ceci. Donc voilà, si vous n'avez pas d'énergie aujourd'hui le lundi, ben, personnellement, ça va pas. C'est pas comme ça. Donc là, il faut y remédier. Donc voilà, moi, vous pouvez me retrouver au www.jitume.com pour tout ce qui est service de consulting et de recherche. Là, vous avez les moyens de pouvoir me contacter à travers email et à travers la page web ici directement. Donc le email ici que vous aurez en description de vidéo et ici à travers la page web. Donc là, un grand merci à vous tous. Donc, vous commencez bien cette semaine-ci. Plein d'énergie, excellente semaine. Profitez du soleil. Si vous êtes en vacances, au retour de vacances, ou recommencez le travail, ben voilà, soyez au top. Et ici, soyez aussi au top dans vos prises de décision au niveau de vos investissements et de vos trades. Et moi, je vous retrouve demain. Et bien évidemment, ben, j'espère pouvoir avoir une vidéo bonus avec ce que Mediabolic nous avait partagé. Super intéressant ce qu'il nous a mis là. Un grand merci à Patrick, Canadi et à Johan pour votre apport au quotidien. Et merci à tous ceux qui soutiennent le canal. Bonne semaine à tous. Bye bye.